ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Santo. Je suis Guy Roger Ba et j'écoute Radio Santo. Bonjour, c'est Baptiste Noah, écoutez Radio Santo. Merci. La presse camerounaise a son club. Sa presse, le forum radiophonique du choc des idées. Le dit-on pas. Il faut laisser parler les gens. Sa presse, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Sachant dimanche à 10h et lundi, bonsoir à la libre expression avec sa presse, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Sa presse sur RTS. La Verdure, comment tu vas? Comment va toi? Très bien. Bonne émission, mon cher. Merci. Non, c'est pas ça. Un peu pour Michel. Payez l'eau. Ouais. C'est direct. C'est un peu trop. Dimanche à 10h et lundi, pouvoir à la libre expression avec sa presse, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Sa presse sur RTS. Mieux vaut tard que jamais, mesdames et messieurs, bonjour. Bon dimanche à toutes et à tous dans un instant, le sommaire de Zappos. Rodrigue Ndakeo, enterré dans l'amertume. Hier, plusieurs militants et sympathisants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun ont rendu un dernier hommage à leur camarade décédé le 7 avril dernier après avoir contracté le choléra à la prison centrale de Douala. Ce détenu du parti de Maurice Kamto avait été arrêté lors des marches pacifiques du 22 septembre 2020, juste pour avoir revendiqué la réforme consensuelle du système électoral, pour avoir dénoncé la crise sécuritaire qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour avoir décrié la mauvaise gestion des fonds de la CAN repoussée en 2022. Rodrigue Ndageo Kouvet avait été interpellé puis écroué à la prison centrale de Nebel le 29 septembre 2020. Il avait, au demeurant, été condamné à 3 ans de prison ferme le 7 décembre 2021 par le tribunal militaire de Douala pour des faits de coercion, insurrection, attroupement, manifestation et réunion illégale. Le décès de ce détenu intervient dans un contexte préoccupant de la surpopulation carcérale qui date où les prisonniers manquent d'eau, dorment à la belle étoile dans les fosses septiques et s'alimentent mal. À ceci s'ajoute, entre autres, la vétusté des locaux de cette prison, l'exiguïté des geôles, la piètre gestion des déchets physiologiques et l'état piteux de l'infirmerie. Exécution d'un prisonnier par voie de choléra, analyse des cas dégradants et inhumains infligés à des détenus. C'est la première thématique de sa presse. Yaoundé, un élève poignard son principal. Amadou Amadjam, 19 ans, a sonné des coups de couteau au responsable d'établissement qui avait confisqué son blouson après avoir commis des frasques. Tout a basculé aux environs de 8 heures. Le 6 avril dernier, au complexe scolaire Yona, au quartier Conison, dans l'arrondissement de Yaoundé 7e. Michel Tiesom, Tchakwa, principal du dit établissement, a reçu 3 coups de poignard d'un de ses élèves alors qu'il venait à peine de rejoindre son bureau. En quoi le vice-principal, Achille Gongang, interviewé par Alexandra Tuile, journaliste au quotidien Cameroun Tribune, l'élève Amadou Amadjam de la classe de première F4 a fait éruption dans le bureau du principal, moins de 15 minutes après la fermeture du portail. Selon ce responsable, l'élève a fait semblant de se rendre aux toilettes et a été aperçu par un surveillant général. Une fois que la voie a été dégagée, il a foncé dans le bureau du principal et lui a asséné 3 coups de poignard dans le dos et au poignet. Ce sont les cris du principal qui ont alerté son adjoint qui a accouru
Une fois dans la pièce, l'on retrouve l'élève au-dessus du principal, étendu, le poignard entre les mains. Il menace de s'en prendre à quiconque va essayer de s'approcher de lui et quitte la pièce en courant. Rattrapé au niveau de l'échangeur, à environ 300 mètres de l'établissement, l'élève sera immobilisé. Quelques personnels et élèves vont l'encercler pour éviter la furie de la foule. Il sera extrait par des éléments de la brigade de gendarmerie de Colbison. Problématique de la violence scolaire, pourquoi ce phénomène défraie toujours la chronique? C'est la seconde thématique du appel de ce jour. Invité au débat pour en parler, Xavier Messé, enseignant du journalisme, directeur de publication du journal Calam, Guy-Hervé Fongan, journaliste, directeur de publication du journal de politique hebdo, Anissé Noah, ancien de formation et de profession, Ferdinand Kongou, membre de la sous-commission communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et Joseph Emmanuel Ateba, secrétaire national de la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Billy Sonia Tedjou assure la diffusion de l'émission Zapresse sur la page Facebook de Panorama Papers. Eric Obedassi à la régie d'antenne. Je suis Saint-Germain Bicoy. Un blessé pour avoir le débat proprement dit. Tous les dimanches, j'écoute Zapresse. Bah, tu communiques par télépathie. Je suis Guillaume Géva et j'écoute Radio Sciento. Non, c'est quand je marque sur son écran. Quand il va m'introduire, parce que c'est la courte vidéo. Après, tu te libères. Ça, c'est un labor de Agnès Info. Tu dis? C'est 600 francs. C'est Agnès Info. Allez, vous écoutez l'émission Zapresse sur la 90.5 FM Stéréo, c'est la chaîne des majors. On accueille déjà quelques invités déjà présents dans ce studio. Guy-Hervé Fongan, bonjour. Bonjour Serge Médicoy et merci pour l'honneur et l'amitié. Je suis très heureux de me retrouver pour la première fois. C'est la radio des majors. Exact. La radio des majors. C'est une appellation consacrée. Ici à Radio Sciento, qui est la radio des majors, il faut le dire avec suffisamment d'emphase. Je tenais à dire toute ma satisfaction d'être là ici aujourd'hui. Cette émission qui fait, à mon avis, désormais partie du patrimoine audiovisuel camerounais à presse. Je tenais à vous à saluer votre endurance, votre professionnalisme et votre engagement qui pour moi force admiration et respect. Donc bravo à Radio Sciento et bravo pour tout ce que vous faites pour augmenter la masse critique des citoyens camerounais. Merci, vous êtes le directeur de publication du journal de politique hebdo et on voit la dernière édition Affaires Smith, mafia complot mise à mort et KPJ, destruction programmée de l'épargne des actionnaires d'un montant de 3 495 680 000 francs CFA. Depuis le 12 février 2022, le mandat de l'administrateur provisoire est caduc en vertu des dispositions de l'acte uniforme de l'OADA régissant l'administration provisoire en son article 160 alinéa 2 et 3. C'est ce que vous dites? Oui, simplement pour dire que c'est une affaire qui devra intéresser la presse. Je vais saisir cette affaire très sérieusement parce que la SMIT, c'est un projet qui, pour la mémoire de ceux qui nous écoutent, est un projet qui est censé révolutionner la ville de Douala. On parle quand même de l'épargne de plus de 2300 actionnaires qui est en train de voler en éclats. On parle de près de 3 milliards de francs qui sont en train de se volatiliser avec un président du conseil d'administration qui est aujourd'hui entre deux chaises et l'administration provisoire qui était censée assurer la gestion de cette affaire. Et aujourd'hui un mandat qui est arrivé à expiration. Ça semble être un éternel recommencement et aujourd'hui ils sont en procès parce qu'ils ont saisi les juridictions compétentes. Il se trouve que c'est une affaire qui risque d'embraser la ville de Douala et même du Cameroun parce que les actionnaires de la SMIT se trouvent dans tous les corps sociaux, dans tous les compartiments, même les hauts dignitaires de ceux qui sont actionnaires de la SMIT.
Et cette cacophonie observée autour de la gestion de ces 3 milliards de francs est en train de vouloir, j'allais dire, exaspérer beaucoup de personnes. Et il nous semblait important de revenir sur cette situation qui est en train de mettre à mal l'épargne de 2300 personnes. C'est important que les gens le sachent, parce que ce qui risque d'arriver dans les jours à venir risque de produire, j'allais dire, des dégâts collatéraux qu'on ne pourra pas mesurer après. C'est important que les gens le sachent, et ils peuvent encore aller en cause que c'est procurer ce journal qui a fait un travail de fond, ce dossier sur la SMIC. Oui. Et ils découvriront à l'intérieur, le nom des épargnants, qui a contribué quoi et combien. On ne dira pas tout ici, vous savez que la presse va vivre aussi. Donc j'invite les uns et les autres à aller se procurer ce chef-d'œuvre pour davantage en savoir sur la SMIC, et vous dire en direct toute ma gratitude pour votre générosité épistémologique qui avait bien voulu, à votre manière, contribuer à l'élaboration de ce dernier numéro de la politique secto, qui est très bien accueilli par les populations camerounaises. D'accord, merci bien. Anicet Noah, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous les copanélistes et bonjour aux millions d'auditeurs qui nous font l'honneur de nous écouter ce matin. Anicet Noah, qui est un centre de formation de profession et par ailleurs l'un des communicants du mouvement OTS, on a toujours supporté, mais l'on remarque que vous décidez à nouveau de faire grève le 24 avril, si jamais le gouvernement camerounais n'apporte pas des solutions exigées, telles que vous l'avez justement rappelé dans un communiqué rendu public il y a quelques semaines. Oui, bien évidemment, Serge, vous me permettrez, je sais que vous ne m'avez jamais rien refusé, de dire que je ne communique pas sur ce plateau aujourd'hui au nom de OTS, parce que les problématiques que nous allons évoquer aujourd'hui ne sont pas celles portées par OTS. Mais qu'à cela ne tienne, puisque vous posez la question de savoir, c'est-à-dire la suite des événements, nous avons pris sur nous de suspendre temporairement le mot d'ordre de grève pour permettre à nos élèves d'aller en congé et pour juger de la bonne foi du gouvernement, puisqu'il nous a été dit lors des concertations avec le gouvernement que le président de la République ayant pris un certain nombre de mesures, il était de bon ton que nous aussi, en tant qu'enseignants, que nous fassions le premier pas pour juger de la faisabilité de ces mesures-là, même si, voyez-vous, nous trouvons ces mesures-là insignifiantes. Et nous avons donc adressé des correspondances aux membres du gouvernement pour leur signifier cela. Et nous avons adressé la correspondance au ministre des enseignements secondaires, Madame Nalova. Et lors de dans cette correspondance-là, il était question de signifier à notre ministre de tutelle que nous avons pris acte de ce qui a été fait par le président de la République, que nous trouvons insignifiant. Mais nous suspendons temporairement le mot d'ordre de grève, question de juger de la bonne foi du gouvernement, et puisque le président de la République lui-même il a dit qu'il faut continuer le dialogue entre le gouvernement et les mouvements. Oui. Donc c'est dans cette logique-là que nous nous trouvons, et si nous constatons que rien n'a été fait, alors nous allons revenir à la charge dès la fin du mois d'avril, pour, lorsque l'école va recommencer. Du début du troisième trimestre. Voilà. Et nous allons donc revenir à la charge pour dire à la communauté nationale, d'abord aux parents qui trouvaient que nous étions de mauvaise foi, nous sommes de mauvaise foi en ne rentrant pas dans les salles de classe. Donc leur prouver que nous étions de bonne foi, et maintenant nous avons vu que le camp d'en face n'a pas réagi favorablement ou alors promptement aux doléances que nous avons posées. Donc je pense que c'est en gros ce qui a été dit. D'accord, c'est entendu. Joseph Emmanuel Ateba, bonjour. Oui, bonjour Serge Junet. Bonjour à mes copanélistes et à tes nombreux auditeurs. Vous comprenez que ma tristesse, vous comprenez ma tristesse ce matin suite au décès du jeune Rodrigue qui était militant du MRC à Douala. La tristesse est d'autant plus grande que ce garçon meurt dans les conditions d'extrême injustice. Dans les conditions d'extrême injustice, doublé, on peut dire, mort au-dessus d'une maladie honteuse qu'on appelle le choléra.
Donc, vous imaginez, vous comprendrez que c'est que la douleur est immense et c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à sa famille nucléaire et d'espérer que Rodrigue ne sera pas mort pour rien, que son combat servira à quelque chose et que son sacrifice pourra éveiller les consciences. Et justement, on commence justement par aborder ce premier thème de l'émission Zapresse. Comment comprendre qu'aujourd'hui une personne atteinte de choléra qui doit presque à chaque 3 minutes avoir besoin de se rendre aux toilettes se trouve enchaînée dans votre hôpital? Non, vous voyez, la vérité ne se cache pas. Je crois que des occasions comme ça permettent que les gens se rendent compte avec qui nous avons affaire. Les Camerounais ont affaire à des monstres sans scrupules, qui ne respectent plus rien, qui n'ont même plus honte. Vous imaginez un malade, même si ce n'était pas le choléra, c'est dans des conditions psychologiques, un homme qui est malade, qui souffre, vous l'enchaînez, un homme affaibli, tout le monde a vu ces images, donc il était affaibli, il avait déjà maigri, c'était pourtant un garçon très vigoureux, mais vous avez dans telles conditions, on a pu l'enchaîner. Ça démontre l'inhumanité de ce qui nous gouverne. Ça démontre la méchanceté et surtout la haine. La haine. Parce que quand on le fait, c'est pour dire aux militants du MRC que voilà comment nous allons vous traiter. Vous tous qui allez oser vous affronter à notre pouvoir. Donc, je dis, il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui s'est passé. Il n'y a pas de mots pour qualifier cette attitude. C'est tout simplement honteux, c'est indigne, c'est inhumain, c'est indigne de mon pays. J'en ai honte d'en parler en tant que Camerounais. Alors, qu'est-ce que Fonkan, lorsque vous jetez un regard sur ce cas qui a été largement relayé cette semaine, aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux, est-ce qu'aujourd'hui l'instinct humain a définitivement quitté le gouvernement par effraction, à votre avis? Non, j'ai envie de dire à la suite de mon copanéliste que ce qui se passe est totalement surréaliste. On a l'impression que l'on a atteint la forme la plus achevée de la barbarie, de la sauvagerie. Quand on sait tous les raisons pour lesquelles Rodrigue s'est retrouvé en prison à Nubel à Douala, c'est fortement déplorable. Parce que la vérité, c'est une circonstance aggravante qui pourrait amener les gens à exprimer leur ras-le-bol et leur mécontentement. Le seul crime que Rodrigue a commis, c'est d'avoir marché pacifiquement, vous l'avez dit en intro de cette émission, d'avoir marché de manière pacifique le 22 septembre 2020 pour exprimer notre mal-être, notre mal-vivre, pour exprimer l'inconfort dans lequel vivent la majeure partie des Camerounais. Aujourd'hui, il s'est retrouvé, on a tous les images circulées enchaînées sur un lit d'hôpital. Je pense que c'est encore là, il faut dire qu'en face la forme la plus achevée de la barbarie. Il faut quand même rappeler les conditions dans lesquelles Rodrigue décède. C'est qu'il y a quelques temps, il y a une réunion qui s'est tenue à Douala avec les responsables de la région pour prendre un certain nombre de discours, parce que le choléra avait déjà commencé à se manifester dans la ville, et notamment on sait tous que la prison de Nubel est une prison essentiellement j'allais dire où les gens vivent dans une promiscuité déconcertante, dans un état de délabrement, avec les mesures d'hygiène qui ne sont pas du tout respectées. Et il était question qu'on prenne rapidement des solutions pour assainir, j'allais dire, l'univers carcéral. Il se trouve malheureusement que rien n'a été fait à temps. Et on parle de Rodrigue parce qu'il était peut-être militant d'un parti qui occupe suffisamment l'espace et qui en parle. Mais des Rodrigue, dans Nubel, il y en a beaucoup qui crèvent dans l'anonymat parce qu'il n'y a pas un minimum d'hygiène qui est pris qui est pris pour que les prisonniers, qui très souvent, parce qu'il faut le dire, avec suffisamment d'emphase, 70% des personnes privées de liberté sont en détention provisoire. Donc vous avez beaucoup d'innocents comme ça qui sont en prison, beaucoup de Rodrigue qui vont mourir de choléra, qui sont sans doute morts de choléra, et donc on n'est pas au courant. Je pense qu'il est plus qu'urgent d'humaniser nos prisons et que nos dirigeants ne créent pas les conditions de production de circonstances aggravantes pour
pour davantage pousser les gens à bout. Je l'ai souvent dit ailleurs que l'accumulation de frustration est carburant de la révolte. Donc, ce qui vient de se passer est totalement inexplicable, alors que de manière apparente, Rodrigue ne présentait aucune menace, aucun danger, j'allais dire, apparent, alors que tous les prévaricateurs de la fortune publique vivent, j'allais dire, dans les prisons 5 étoiles, et ceux qui ont décidé simplement d'exprimer de manière pacifique leur opinion meurent parce qu'ils ont essayé de dire ce qu'ils pensent. Je pense que le président de l'État il y a quelques années avait voulu qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Et quelques années plus tard, il disait à ceux qui étaient partis en exil, notamment Henri et aux autres, qu'il de revenir parce qu'il n'est plus nécessaire d'aller au maquis pour exprimer ses opinions. Et avec ce qui se passe là, on comprend qu'il est difficile d'exprimer de manière sereine ses opinions ici. Quand on voit ce qui arrive à Rodrigue, ce n'est pas rassurant. On aurait pu éviter ça, c'est dramatique et c'est avec un pincement au cœur qu'on en parle aujourd'hui. Anissa Noah, quel est le regard que vous portez justement sur cette actualité? Oui, vous me permettez d'abord d'adresser mes condoléances à la famille biologique de Rodrigue ainsi qu'à sa famille politique, au MRC. Une fois que cela est dit, je vous dirais que le problème ou alors la problématique posée aujourd'hui révèle une autre problématique, c'est-à-dire la problématique des conditions carcérales au Cameroun. Voyez-vous, le système éducatif, le système judiciaire et par ricochet, le système pénitentiaire, le système sanitaire sont là les indicateurs de développement d'un pays. Si le système éducatif d'un pays n'est pas bien ficelé, si les conditions dans lesquelles vivent les acteurs du système éducatif, qui sont les enseignants, si le système judiciaire a des problèmes, le système pénitentiaire a des problèmes, je pense que là on est loin de sortir de l'auberge, c'est-à-dire en termes de développement. Maintenant, il faut peut-être dire que des maladies comme le choléra sont des maladies qui sont inhérentes aux pays sous-développés. Ça, c'est un secret de polichinelle. Lorsqu'on parle de choléra, on voit là un pays sous-développé. Je pense que le problème de désengorgement des prisons au Cameroun est un problème d'actualité. Et il faut peut-être s'y pencher davantage, puisque je me rappelle le 15 avril 2020, le président de la République avait signé un décret alors que le Covid battait son plein. Et le président de la République avait donc signé un décret pour désengorger les prisons. Sauf que ce décret-là ne concernait pas tout le monde. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait bénéficier de ce décret-là, parce que ne pouvaient bénéficier de ce décret-là que ceux qui avaient déjà été jugés et condamnés. Et voyez-vous, les statistiques du FIACAT, je pense bien, disent que plus de 70% des prisonniers au Cameroun ou alors des détenus au Cameroun sont en cellule, et puisqu'il y a un timing pour être détenu en cellule, c'est-à-dire le commandant de brigade ou alors je sais pas moi le commissaire signe il vous défère en prison. Ça veut dire que vous pouvez y passer 2-3 ans et que lorsque viendra le moment de vous juger, vous pouvez être acquitté. Ça veut dire que la faute qui vous a été reprochée, vous êtes acquitté et puis vous avez donc passé 2 ans de votre vie en prison pour rien. Donc les prisons camerounaises sont en majorité, contiennent en majorité les prisonniers qui sont sous détention provisoire. Je pense qu'il faut se pencher peut-être sur la question même c'est-à-dire de la justice au Cameroun, c'est-à-dire procéder à la mise en liberté des prisonniers qui sont détenus autant pour moi, de manière provisoire, et même cesser de recourir au système de détention préventive afin de lutter contre la surpopulation carcérale. Maintenant, une fois que cela est dit, il faut dire peut-être que, voyez-vous, au Cameroun, nous, qu'on soit peut-être en prison ou ne pas être en prison, je pense que le choléra atteint tout le monde. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Le choléra atteint tout le monde. On a suivi des cas à Douala. Je pense que le jeune Rodrigue aurait été en liberté, qu'il aurait peut-être été atteint du choléra. Donc je pense que ce n'est pas parce qu'il était en prison qu'il a forcément contracté du choléra.
Et je pense qu'il faut peut-être se pencher aussi sur la question de l'hygiène même, parce que le choléra, comme je le disais tantôt, c'est une maladie qui caractérise le sous-développement. Et lorsque les populations n'ont pas, par exemple, d'eau, lorsque les populations n'ont pas d'eau, lorsque les populations vivent dans des conditions misérables, il est normal que les populations soient atteintes de cette maladie-là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Joseph Mayola-Tiba, il y a 4 autres détenus du MSC qui sont également confrontés à cette situation de choléra. Mais de façon globale, est-ce qu'il y a une réflexion que vous avez portée sur le phénomène de la surpopulation carcérale dans les prisons camerounaises? Oui, vous savez, je vais un peu revenir sur ce que disait Anissé tout à l'heure sur le cas de Rodrigue. Je disais que, vous savez, Rodrigue a été victime d'une double peine. Il a été victime d'une double peine, donc la peine de l'injustice qui le maintient en prison et qui l'expose au choléra. Parce que s'il était dehors, il serait peut-être défendu. Bien que le choléra soit une maladie, comme vous avez dit, qui peut attaquer tout le monde, du fait de l'incapacité de ceux qui nous gouvernent à nous offrir des conditions d'hygiène minimales. Parce que, je l'ai dit, le choléra est une maladie honteuse. C'est-à-dire qu'on ne devrait plus parler de choléra dans les pays comme le Cameroun à ce jour. C'est parce qu'il y a cette absence d'hygiène offerte aux populations que nous sommes victimes du choléra. Donc, même les gens les plus... C'est-à-dire que ceux qui se pensent, qui se croient à l'abri, n'y sont pas épargnés parce qu'ils vont sortir de leur maison, ils vont se retrouver quelque part en train de toucher quelque chose, ils auront le choléra. Donc le choléra, d'abord, c'est tous les Camerounais qui sont condamnés, qui sont exposés à des maladies qui ne devraient plus exister dans des pays comme le Cameroun. Maintenant, Rodrigue a été... il s'est retrouvé à un endroit où il ne pouvait pas se défendre, il ne pouvait pas se protéger. Donc c'est un peu de ça qu'il a... Alors, pour parler il a d'abord très bien développé. Dans ce pays, on envoie des gens en prison n'importe comment. J'ai dit n'importe comment. Il suffit d'une simple volonté de, c'est pas moi, un procureur, de l'ami, du frère, de tel qui dit voilà, je connais tel, aujourd'hui là tu vas partir. Et comme très souvent, les magistrats, c'est-à-dire qui eux aussi vous diront qu'ils travaillent dans de très mauvaises conditions, ils n'ont pas assez, ils sont pas assez. Donc, les dossiers qui les intéressent, c'est dans lesquels ils ont des intérêts. C'est-à-dire, c'est quand on défère quelqu'un, on regarde ce dossier, c'est parce que ça peut nous rapporter quelque chose. S'il n'y a pas d'intérêt, on te balance à machin, et puis on ne t'appelle pas. Voilà, et ça veut dire que ça, c'est le système camerounais. C'est tout le système en général. Ouais, vous allez voir le rapport, la coloration avec le système éducatif dont nous avons parlé tout à l'heure, et les enfants qui... Donc, en fait, nous sommes dans un pays où plus rien n'est pris au sérieux, où la vie ne représente rien. C'est-à-dire que seuls les intérêts des individus représentent quelque chose. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, il n'y a pas de raison que, parce que vous vous êtes chamaillé au quartier avec un voisin, parce que le voisin est l'ami d'un commandant, et parce que le voisin est l'ami d'un magistrat, dès qu'on t'envoie là-bas, tu te retrouves à Kondangui. À Nouvelle, je ne sais pas, enfin, une façon de parler. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Pour des broutilles. Et une fois qu'on vous envoie là-bas, vous êtes abandonné, personne ne s'occupe de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Si on avait un minimum d'humanité, même les magistrats qui signent les mandats de dépôt réfléchiraient 2 fois avant de référer quelqu'un en prison, connaissant les conditions dans lesquelles ces personnes sont incarcérées. Donc, je crois que c'est l'inhumanité du système qui nous gouverne qui est en train de s'exprimer dans sa façon la plus abjecte. D'accord. Alors, Kevin Fongam, vous résidez à Douala et vous avez l'occasion de faire des enquêtes, notamment sur la prison centrale de Douala. Lorsque vous jetez un regard sur cette prison-là, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas matière à réflexion par rapport à la décongestion de ce milieu carcéral au Cameroun? Vous me permettrez une petite digression rapidement pour dire qu'il a fait bien tout à l'heure de rappeler qu'on a le sentiment d'avoir fait un régime qui a échoué, qui a démissionné de ses missions régaliennes. Et je suis allé depuis quelques jours. Vous êtes surpris que vous êtes entre 7 heures où j'ai quitté mon hôtel. On dit que la lumière va revenir seulement le soir. Puis il n'y a quasiment pas de lumière dans la ville. C'est depuis 3 jours. Je vis un calvaire extraordinaire. Et quand je pense que nous sommes dans un pays
dans tous les départements portent un nom de cours d'eau et qu'en 2022, on est tous obligés d'acheter des powerbanks, on est tous obligés je dis que c'est totalement surréaliste qu'on puisse manquer de lumière en plein cœur. Depuis 3 jours à Yaoundé, j'ai presque pas de lumière. Il faut attendre certaines heures pour avoir la lumière. Donc, je pense que c'est une attitude à laquelle il faut remédier. Pour répondre rapidement à votre question, je vais dire que, on a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut donner quelques chiffres pour que les gens qui nous écoutent mesurent toute la gravité de la situation. On disait tout à l'heure que 70% des personnes qui sont en prison sont en liberté provisoire et que l'exception est devenue la règle. C'est-à-dire que la présomption de culpabilité semble être, j'allais dire, le dénominateur commun pour tous. Et vous parlez de Douala de manière plus holistique. Je voudrais vous indiquer que nos prisons étaient censées accueillir 17 915 personnes. En 2017, aujourd'hui, on a 30 701 prisonniers. Ça veut dire qu'en théorie, on a un taux de surpopulation qui est passé à 171%. C'est totalement intenable. Vous imaginez dans quelles conditions les gens peuvent vivre dans ces prisons. On a des raisons de croire qu'il faut humaniser nos prisons. Et ce qui rend encore le cas de Rodrigue Yvolton, c'est que quelques semaines, quelques jours avant son décès, Nubel, notamment la prison, avait été présenté comme l'épicentre du choléra. Il était question de prendre un certain nombre de mesures basiques d'hygiène pour assainir le milieu carcéral. Vous savez qu'on est comme la plupart des États français, c'est-à-dire qu'on a hérité d'une bureaucratie tatillonne et d'un État jacobin, et avec une bureaucratie qui est lourde et tatillonne, évidemment rien n'a été fait, comme très souvent. Et il a fallu qu'il y ait une mort d'homme et que des Rodrigue commencent à tomber, que les gens se relèvent. Vous avez vu que c'est quelques temps après qu'on a on nous a annoncé qu'il y a une campagne de vaccination contre le choléra qui va être indiquée. Parce que il a fallu qu'on attende. Alors qu'on savait que Nubel, pendant la prison, est l'épicentre du choléra. On le savait bien avant, mais on n'a pas créé les conditions pour permettre aux prisonniers de vivre de manière plus, j'allais dire plus saine. Aujourd'hui, on le sait. Je crois qu'au dernier pointage, on est à 4627 cas de choléra. C'est suffisamment alarmant pour que les pouvoirs publics se mobilisent. Il est totalement inadmissible qu'on puisse mourir de choléra en 2022 dans un pays comme le Cameroun, qui est un pays, j'allais dire, qui est doté de tout ce qu'il faut pour ne pas manquer d'eau et de lumière, avec tout ce qu'on regorge comme ressources naturelles et comme réserve. On va simplement déplorer ce qui est arrivé à Rodrigue, parce que quand j'ai souvent dit que le Cameroun c'est un paradis dans le texte et un enfer dans ses applications, au-delà des prisonniers d'opinion comme ceux de MRC et d'autres qui sont en prison, si on avait par exemple appliqué une disposition du code pénal du 12 juillet 2016 qui prescrit les peines alternatives, mais qui ne sont appliquées par personne. Donc on n'est pas obligé de faire subir aux gens ce qu'ils subissent en prison. Si cette disposition du code du 12 juillet 2016 était appliquée, c'est clair qu'il y a forcément des dérives comme cela qu'on aurait pu éviter simplement en appliquant et en respectant nos propres textes que personne ne veut malheureusement appliquer et respecter. Alors, Anissé Noah, est-ce qu'aujourd'hui, comment œuvrer davantage pour l'humanisation des conditions carcérales au Cameroun? Oui, c'est comme je l'ai dit tantôt, je pense qu'il faut trouver des conditions favorables pour désengorger les prisons au Cameroun, parce que voyez-vous, lorsque les prisons sont, c'est-à-dire pleines, lorsque les prisons, il y a surpopulation lorsque les prisons sont surpeuplées, je pense que les maladies comme celle-là vont toujours rôder autour de nos prisons. Les conditions de vie même de ces populations-là qui sont incarcérées sont à déplorer. Et il faut trouver des moyens pour permettre à ce que, lorsque, comme Guy le disait tout à l'heure, lorsque quelqu'un a peut-être une peine, c'est-à-dire des peines alternatives, permettre peut-être aux gens de faire, je ne sais pas moi, un certain nombre de temps en prison et peut-être faire des peines, soit en faisant des travaux, je ne sais pas moi, des travaux d'utilité publique comme dans d'autres pays. C'est prévu par la loi. Hein. Voilà, c'est prévu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense qu'en trouvant des conditions comme celle-là, on va permettre aux uns et aux autres de ne pas penser que la prison, c'est-à-dire
un lieu où on se meurt. Parce que voyez-vous, sous d'autres sociaux, lorsqu'on vous envoie en prison, ce n'est pas pour mourir, c'est pour repenser. C'est-à-dire, j'ai posé un acte grave, alors on m'envoie en prison et il est temps pour moi de repenser ma vie, c'est-à-dire trouver des conditions pour me permettre de me réinsérer dans la vie. Et voyez-vous, au Cameroun, lorsque les gens sortent de prison, peut-être il a passé 5 ans en prison, vous voyez que c'est des gens affaiblis parce que les conditions qu'on vit dans ces prisons-là ne sont pas favorables pour qu'on pense, pour qu'on repense l'avenir. Oui. C'est de ça qu'il est question. Alors, Joseph Manuel Ateba, comment, à votre avis, on peut davantage travailler à ce qui est l'humanisation des conditions carcérales au Cameroun? Mais je pense qu'il faut déjà qu'il y ait une philosophie humaine de ce qui nous gouverne. C'est-à-dire, c'est un problème de pensée politique, de philosophie politique. C'est-à-dire que si on mettait l'homme au centre des préoccupations, justement, on trouverait des solutions à ce type de problème. C'est-à-dire qu'on réfléchirait sur comment faire pour que l'homme ne souffre pas beaucoup. Pas seulement le prisonnier, tous les hommes. C'est-à-dire que dans tous les secteurs d'activité, dans toute la société. Donc, comme nous avons affaire aux gens qui ne pensent pas hommes, qui ne pensent pas humains, on se retrouve donc avec... Donc c'est la seule solution, c'est-à-dire que c'est l'humanisation, c'est un problème de volonté politique, c'est un problème de vision, c'est un problème de pensée. Il faut donc que ceux qui nous gouvernent intègrent qu'ils gouvernent des hommes, ils gouvernent des êtres humains, et qu'ils sont garants, de la vie de ces hommes, que c'est eux qui sont les protecteurs de ces hommes, et qu'on les juge par leur capacité à assurer le mieux-être à ces hommes. Alors, quand vous avez affaire aux gens qui ne regardent pas l'homme, pour qui l'homme ne représente rien, on ne peut se retrouver que dans une situation comme celle-là. Donc, la seule solution, comme j'ai dit, c'est qu'on ait des humains à la tête de nos États. C'est la seule solution. Qu'est-ce votre plus de solutions à ce niveau par rapport à l'humanisation des conditions carcérales? Non, je pense que c'est vrai que Joseph Emmanuel Ateba souhaite qu'on ait des hommes à la tête de parmi nos dirigeants, qui pourraient laisser penser qu'ils sont tous sauf les hommes, peut-être des extraterrestres. Non, mais je pense qu'il y a, contrairement à ce que beaucoup pensent, si on a des dispositions dans nos textes, dans nos lois, qui pourraient commencer par régler beaucoup de problèmes si on appliquait nos textes. Je vous ai dit que je vous ai par exemple dit tout à l'heure que le 12 juillet 2016, il y a dans le code pénal qui avait été initié à l'époque, instaurer les peines alternatives. Vous avez comme ça dans notre code pénal beaucoup de dispositions qui pourraient commencer par permettre de régler beaucoup de problèmes si on les appliquait. Avant qu'on ait des humains à la tête de nos États, commençons déjà par appliquer nos propres textes, et que surtout qu'on ait, qu'on ait à la tête de nos différents départements ministériels et personnes qui, espérons-le, qui mettent véritablement l'humain au centre de leurs préoccupations. Parce que ce qu'on vit dans les hôpitaux, dans nos prisons, c'est exactement ce qu'on vit dans nos hôpitaux. Hein. Vous savez que si aujourd'hui vous arrivez dans un hôpital public, si vous n'avez pas d'argent, on vous laisse mourir, on laisse mourir sur la véranda. C'est-à-dire que cette déshumanisation de la fonction publique a irradié tous les secteurs de la société. Donc je pense qu'il faut que les gens prennent toute la mesure de la chose et qu'ils se ressaisissent et que véritablement qu'on remette l'homme au centre de tout. Parce que ce qui est vrai pour la prison est vrai pour les hôpitaux, c'est vrai pour les écoles. On vous dit en plein premier trimestre, d'ailleurs il y a quelques temps on parlait de OTS, d'ailleurs je disais ici tout à l'heure qu'un enseignant qui donne des cours dans une école catholique ou dans un collège catholique ne peut pas inscrire ses propres enfants dans cette école. Vous imaginez? Alors qu'il enseigne là-bas. Ses propres enfants ne peuvent pas fréquenter dans l'école où il enseigne. Parce qu'il est payé, au lance-pierre. Et on vous dit au premier trimestre qu'il faut finir, la première tranche. Et on s'en fout si au premier trimestre, on vous exige de finir toute la scolarité. Si votre enfant est allé à l'école ou pas, les gens n'en ont rien à foutre. Vous voyez que ce vœu d'humanisation de nos dirigeants devrait, se greffer dans tous les secteurs de la vie. Parce que ce qu'on vit dans tous les comportements de la société, on a l'impression que véritablement, à l'épreuve de la réalité, que ceux qui nous dirigent, très souvent, ont, une pierre à la place du cœur, au regard des choses qu'ils font subir aux populations dans tous les compartiments de la société.
D'accord, c'est entendu. On passe directement au second sujet portant sur la violence scolaire. Un élève qui a poignardé son principal, c'est Amadou Amadjam, 19 ans, a asséné des coups de couteau au responsable de l'établissement qui a confisqué son blouson après avoir commis des frasques. Alors, Anissé Noura, vous êtes enseignant. Lorsque vous jetez un regard aujourd'hui sur l'environnement socio-éducatif, pourquoi il y a aujourd'hui la recrudescence des violences scolaires? Oui, et déjà à ce niveau-là, je dirais que la recrudescence des violences scolaires, peut-être vous la constatez aujourd'hui, mais c'est un phénomène qui date de depuis. Vous vous rappelez le cas M. Ndjomi Takunte qui a été assassiné par son élève au lycée de Nkol, c'est-à-dire dans le même secteur que c'était en 2020. Voilà, c'était en 2020, dans le même secteur qu'a été poignardé le principal du collège Yona, et cela est passé inaperçu, c'est-à-dire on a vite trouvé de dire que non, monsieur Ndjomi Takunte n'était pas à son lieu de service et donc il ne devait pas bénéficier des obsèques à la hauteur de quelqu'un qui est un martyr, parce que monsieur Ndjomi Takunte était un martyr, c'est-à-dire quelqu'un qui est à son lieu de service et qui est tué par son apprenant. Je pense qu'il fallait peut-être qu'on se penche davantage dessus. Maintenant, pour revenir à votre question, je ne vais pas dédouaner un secteur du système éducatif. Je pense que les responsabilités sont partagées. Vous me donnerez peut-être l'occasion de développer. Je vais commencer par la famille. Oui. On dit généralement la famille, l'éducation commence en famille. Voyez-vous, lorsque vous avez votre enfant à la maison, que vous ne parvenez pas à éduquer normalement et vous pensez que c'est la société qui s'en chargera, je pense que vous faites fausse route. Il faut éduquer l'enfant, il faut lui inculquer des valeurs morales qui puissent permettre de s'adapter à la société. Il y a le respect, il y a la tolérance et il y a également, comment je vais dire ça, il y a également le respect, la tolérance, également, qu'est-ce que je vais dire là? Bref, ça reviendra plus tard. Donc, il faut que les parents se penchent là-dessus pour éduquer les enfants. Et ça dépend du type de famille qu'on a. On a peut-être une famille monoparentale, on a une famille biparentale ou alors une famille recomposée. Mais toujours est-il que le type de famille que vous avez est fonction de l'éducation que l'enfant reçoit. Maintenant, quand il va en société, vous savez que notre société est devenue très violente. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que l'insulte est devenue banale sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est tout le monde qui insulte tout le monde. Même les intellectuels se lancent dans ce jeu-là, c'est-à-dire on s'insulte et ça permet à ce que le monde qui est aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, captent cette mauvaise image-là. Et même lorsqu'on va en société, même lorsqu'on va dans la rue aujourd'hui, vous ne faites pas 2 km sans croiser au bord de la rue 2 Camerounais qui s'équipent les chignons. Je pense qu'il faut également savoir que non, en société, il faut prôner la tolérance. C'est très important. Une fois que j'ai mis ici en exergue la place des parents dans l'éducation de l'enfant, je pense également que ce qui arrive aujourd'hui, le gouvernement est en majeure partie responsable de ce qui arrive aujourd'hui. Et pour quelle raison? Parce que voyez-vous, c'est le gouvernement qui a décidé que l'enseignant sera dorénavant un clochard. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une société capitaliste, je dirais même mercantiliste, où le respect est donné, le respect qu'on vous accorde est fonction de l'épaisseur de votre porte-monnaie. Si vous êtes un intellectuel, vous êtes allé à l'école et que vous n'avez pas d'argent, je pense que même dans votre famille, on ne va pas vous respecter. Par contre, si vous avez un frère qui est féman, qui a beaucoup d'argent, on va lui accorder beaucoup de respect plus que vous. Donc je pense qu'il est quand même temps que le gouvernement se penche sur la question des conditions de vie des enseignants, que ce soit dans la société ou alors que ce soit dans les établissements. Et le gouvernement est allé plus loin. Il a dépouillé l'enseignant de son autorité d'antan. Voyez-vous, aujourd'hui, dans les établissements, l'élève a plus de droits dans une salle de classe que l'enseignant. Vous n'avez pas le droit d'appliquer un châtiment corporel sur votre élève. Et lorsque vous dérogez à la règle, c'est l'élève qui vous rappelle que monsieur, vous n'avez pas le droit de porter main sur moi. Vous n'avez pas le droit de mettre l'élève à genoux. Vous n'avez pas le droit de le mettre dehors. Parce que voyez-vous, si quelque chose lui arrive de ce côté-là, on va dire que non, c'est vous qui êtes responsable. Donc, quelle que soit la mentalité de l'élève, quel que soit ce qui va causer dans votre salle de classe, vous devez le supporter comme ça. Et je pense que dans ce genre de situation-là, c'est-à-dire l'enseignant perd peut-être ses moyens.
Et c'est vrai qu'il faut aussi se pencher sur... je pense que ce qui arrive, les enseignants, que nous sommes aussi responsables de ce qui arrive. Parce que, moi je le dis souvent, il faut que chaque enseignant se dote du charisme. C'est vrai qu'on ne va dans aucune école pour apprendre le charisme, mais il est très important que chaque enseignant soit un leader, quelqu'un de charismatique dans sa salle de classe. Et il faut que chaque enseignant s'assume intellectuellement. Parce que l'expérience a prouvé que lorsque vous maîtrisez votre sujet, comme on dit prosaïquement, vous êtes sûr d'avoir gagné au moins 80% de votre salle de classe. Et les autres 20% qui restent, c'est en fonction de votre charisme, c'est en fonction de votre comportement. Parce que aujourd'hui, vous allez voir certains enseignants qui peuvent arriver dans les lycées en jean délavé ou alors en jean déchiré, ce qui n'honore pas la responsabilité de l'enseignant. Et les élèves qui sont assis devant vous vont se dire non, ce monsieur-là, il est de notre génération et donc on peut se permettre de lui dire n'importe quoi. Mais si vous, les 3 conditions que j'ai citées là, c'est-à-dire être un enseignant charismatique, être un enseignant qui sait se doter d'un certain leadership pour mener sa salle de classe, si vous êtes un enseignant qui s'assume intellectuellement, qui maîtrise son sujet, et si vous êtes un enseignant responsable dans l'attitude et dans le vestimentaire, je pense que vous n'aurez pas ce genre de problème-là. C'est vrai qu'il y a aussi des cas qui dérogent à la règle, parce que voyez-vous, ce n'est pas tous les enfants qu'on peut maîtriser. Ceux qui ont fait psychologie de l'enfant peuvent savoir qu'il y a des cas qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire des enfants que vous ne pouvez pas maîtriser dans une salle de classe. Et ce genre d'enfants-là, moi je pense que il vaut mieux les éviter au lieu d'entrer en confrontation avec ce genre d'élèves-là. Alors, je veux demander la thématique. Qu'est-ce qui, à votre avis, est à l'origine de la violence scolaire aujourd'hui? Moi, je dirais que ce qui se passe dans nos établissements et dans notre système éducatif en général, c'est l'image. Vous savez que ça reflète l'image que l'autorité a donnée de ce secteur d'activité, c'est-à-dire que le mépris, le désintérêt, le désengagement. Je dirais, je ne voudrais pas ici dire que la responsabilité des parents n'est pas importante, mais il y a c'est-à-dire que l'autorité est le régisseur des comportements. Il y a beaucoup d'enfants qui sont allés à l'école dont les parents ne connaissaient même pas lire. Parfois, ils ne cherchaient même pas à savoir ce qu'ils ont écrit à l'école, s'il y était ou pas. Mais c'est parce qu'ils arrivaient dans un environnement qui était structuré, avec un encadrement, avec des règles, et qui étaient respectées. Et ces enfants ont fait l'école. C'est-à-dire que leurs parents, quand ils rentrent même, parfois on me dit, nous qui avons grandi au village, c'est-à-dire qu'on te dit, demain tu vas au champ, alors que tu vas aller à l'école. Mais ça n'a pas empêché que l'école fabrique des hommes dans cet environnement-là. Ça veut dire que c'est ce que l'État veut. C'est-à-dire que c'est l'État. Voyez-vous, à l'époque, qui de nous, de notre génération, s'il pouvait regarder son enseignant en face? Personne. L'enseignant était un devant. Tu ne pouvais pas regarder ton enseignant en face. Mais quand tu vois ton enseignant qui a faim, tu sens que quand tu le vois venir là, tu vois, monsieur, il est fatigué, il est... pendant que toi, tu es un enfant, je ne sais pas qui tu es à la maison, comment tu vas le respecter? On a retiré, peut-être que c'est revenu, je ne sais pas trop. À l'époque, on avait des cours de morale. C'était le premier cours de lundi. Les cours de morale, les cours d'instruction civique. On a enlevé tout ça. Et on a laissé l'enseignant à la merci. Et quand on regarde la qualité, ça dit que l'éducation a été jetée dans la rue. C'est-à-dire qu'au-delà des établissements publics, il y a des salons privés où des gens font, c'est du commerce. C'est-à-dire quelqu'un, parce qu'il a son argent, il construit un immeuble, il se fait de l'argent, sous prétexte que c'est l'enseignement est abandonné. Et ces enfants sont abandonnés, ils sont dans un environnement qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas suivi. Comment voulez-vous qu'un enseignant, il a dit tout à l'heure, les enseignants du privé, mais c'est pas possible, mais ces gens, je ne sais même pas comment ils font pour tenir. Quand vous connaissez les conditions dans lesquelles ils travaillent, qu'est-ce qu'on leur paye? Ils ne sont même pas protégés. Et celui-là est prêt à prendre, c'est pas moi, 500 francs de son élève. Comment il va le respecter? Donc, c'est le régenteur, celui qui réglemente, qui organise la société, qui doit prendre des dispositions, c'est créer un cadre idéal pour que des cas comme ce qu'on regarde soient résiduels.
qu'il soit résiduel parce que ça ne peut pas manquer. Il y a des gens, comme il a dit, des enfants qui ont des... C'est quel que soit qu'on a fait, que ce soit à la maison, à l'école, il ne pourra jamais changer. Mais que ce soit une organisation sérieuse qui permette qu'on élimine, qu'on ait le maximum de cas, de cas comme cela. Mais quand vous voyez, attendez, tous nos professeurs au lycée avaient des voitures, ils achetaient des voitures maison. À peine ils sont à l'école, parfois il y en a qui achetaient métal à l'école normale encore. Quand ils sortaient de l'école, c'était des messieurs. Et voyez-vous aujourd'hui, quand vous arrivez à une cérémonie entre un enseignant qui est en catégorie A de la fonction publique et un sous-préfet, on respecte qui? Alors qu'avant, quand on disait le professeur de lycée, qu'est-ce qu'il avait à envier à un sous-préfet? Je ne sais pas trop quoi. Rien. Qu'est-ce que... Vous regardez un peu, il y a l'armée, l'école, les gens qui ont... Les gens allaient à la... C'est quand tu avais raté qu'on t'envoyait dans l'armée. Mais aujourd'hui, un enseignant peut parler devant un sergent. Même quand l'enfant était trop têtu. Quand il était têtu, on t'envoyait dans l'armée. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On achète des places pour aller dans l'armée parce qu'on veut gagner de l'argent. Et parce que la société avait donné de l'importance à l'éducation, qu'elle a, dans sa réglementation, l'a mis à un niveau supérieur. C'est pour ça que les enseignants étaient, c'est eux qui étaient en catégorie A2, la fonction publique. On avait des médecins, des ingénieurs. C'était ça, une organisation sociale qui donnait du respect aux corps sociaux. Quand vous clochardisez les enseignants, comment voulez-vous que les enfants les respectent? Quand un enseignant descend de la moto pour venir donner cours, ou bien il monte sur la même moto que son élève, ou même il va à pied. Il va à pied. Comment voulez-vous que l'élève le respecte? Ce n'est pas possible. Donc il faut redonner de la valeur à l'enseignant. Il faut lui restituer parce que c'est son... Je ne sais, qui a-t-il de plus important qu'un enseignant dans le jeté? Parce qu'il forme tout le monde. C'est que tout le monde passe par l'enseignant. Tout le monde passe par l'enseignant. Et si on a besoin des hommes de qualité, il faut qu'il y ait des formateurs de qualité. Donc c'est ça tout le problème. Il faut qu'on redonne de la valeur à l'éducation. Qu'on redonne de la valeur à l'enseignant pour qu'il puisse jouer son rôle. Comment aujourd'hui l'enfant parvient à vouloir défier l'enseignant qui est aujourd'hui considéré comme le phare de la société? Il faut dire avec suffisamment de lucidité, de courage. Vous savez que la première agence de socialisation, c'est la famille. La famille est la première agence de socialisation et je crois que tout commence là-bas. Et les garnements tels qu'on a observé au lycée de Colbison, c'est ça, et autres, oui. Je pense que ça commence à partir de la maison. Les enfants qui ont le courage de sortir des choses avec ce type d'ustensiles, ça commence à la maison quand les parents ne sont pas très regardants sur ce qu'ils font. J'ai écouté Anissé Noah tout à l'heure. Vous savez que dans une autre vie aussi, on est par ailleurs enseignant. Vous savez qu'en tant que doctorant depuis quelques années, on nous a imposé à prendre un certain nombre d'unités de valeur. Ouais. J'ai envie de dire qu'il m'est arrivé de me retrouver dans les salles de cours, dans les IPES, BTS et licence pro, où j'ai eu affaire à des étudiants qui avaient, pour certains mon âge, pour certains même plus âgés que moi, en BTS, qui travaillent déjà en licence pro, mais qui pour autant ne me manquaient pas de respect. Je tenais à le dire à un lycée, qui pourtant ne manquait pas de respect parce que tout dépend de la posture et de l'attitude que vous avez vis-à-vis de vos apprenants. Et je ne me souviens pas que jusqu'aujourd'hui, une de mes étudiants ait eu à me manquer de respect. C'est pas parce que vous avez une attitude, une démarche quand vous êtes en cours et en dehors des cours. Il faut être capable d'imposer ce respect-là. Même si très souvent, vous n'avez rien dans vos poches, mais il faut être capable de maintenir cette distance, cette attitude vis-à-vis de vos apprenants. C'est important qu'on le souligne. Maintenant, j'ai envie de dire que ce qui se passe dans nos écoles, pour moi, il faut partager les responsabilités. Commençons par la famille qui n'a pas suffisamment pris ses responsabilités pour protéger ses enfants. Vous savez, le premier modèle d'un enfant, ce sont ses parents. Je vois très mal comment quand un enfant, vous parlez de ce qui s'est passé en Colbison, vous savez qu'en fouillant son sac, on a retrouvé d'autres choses dans son sac. Oui. Comment ça se fait qu'un enfant parte de la maison? Supposons qu'il a pris ça ailleurs.
Mais si les parents veillent sur eux de manière un peu, s'ils sont un peu rigoureux dans l'éducation de l'enfant, il y a un type de dérapage qu'on aurait pu éviter. Tout commence à la maison. Quand vous avez des enfants en très bas âge, observez-les à la maison. Regardez le type de programme qu'ils regardent. Vous avez des enfants qui prennent du plaisir à regarder que les scènes violentes. Observez les enfants même à distance, quand ils sont seuls. Quand ils prennent la télécommande, ce qui les intéresse, c'est les scènes violentes. Et ça devrait commencer à interpeller les parents que nous sommes. Quand vous zappez, ça l'énerve. Il n'aime que ça. Même les dessins animés. Il n'y a que les scènes violentes qui les intéressent. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à canaliser l'enfant à la maison, orienter même ses choix en télé, même de lecture et même de fréquentation. C'est Karl Marx qui disait ce n'est pas la conscience qui détermine la vie réelle, mais c'est la vie réelle qui détermine la conscience. Pour dire qu'à la vérité, peu importe l'environnement dans lequel on a été socialisé, on peut être capable de transcender ça et ne pas être un garnement dans la société quand on est bien encadré, bien structuré. C'est vrai que l'État aussi a sa part de responsabilité, là-dedans aussi, parce que le fait qu'on ait érigé un certain nombre de, j'allais dire, de nouveaux profils en société, en valeurs et en modèles, a contribué à la perdition des enfants. Moi, j'ai vu dans ce pays, on a célébré des femelles qui ont été reçues par tout un premier ministre dans ce pays. On a reçu des footballeurs à l'université. Vous voyez comment est-ce qu'on a désacralisé. Quand il est reçu, c'est avec tambour et trompette dans les universités, le temple par excellence du savoir. Où on a présenté, érigé en modèle des gens qui n'ont pour seul palmarès parcours connu que quelques dérives verbales sur les réseaux sociaux. Ils sont présentés comme des modèles, des influenceuses, etc. Des influenceuses qui peuvent agir sur notre progéniture et qui sont reçus, qui sont honorés et qui sont, j'allais dire, reçus aux frais du prince et de la princesse, alors que vous avez des gens qui sont des modèles, qui se battent pour améliorer la qualité de vie de manière durable et impactante des populations, mais qui sont méprisés par nos dirigeants. Quand on inverse les rapports comme ça dans la société, nos dirigeants, ça donne de mauvais repères. De mauvais repères à la jeunesse. Ils ont le sentiment que ceux-là sont des modèles, ceux-là sont des repères. Donc pour être reconnus, pour avoir une ascension sociale rapide, voilà exact, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment je dois me comporter. Nous avons, quand nous étions plus jeunes, pour la plupart d'entre nous ici, le maître était un dieu. Quand l'enfant dérangeait à la maison, il suffisait qu'on lui dise qu'on va dire à son maître ou à la maîtresse que l'enfant se range tout seul, de manière automatique, sans que le parent n'ait pu faire un quelconque effort. Mais cette clochardisation dans laquelle on a entretenu depuis plusieurs années nos enseignants et nos maîtres et maîtresses ont contribué à ce que le regard que nous autres on avait vis-à-vis du maître et de la maîtresse, ceux qui sont aujourd'hui nos progénitures, n'ont plus le même rapport à l'enseignant, parce qu'on n'a rien fait dans le pouvoir public pour créer les conditions pour permettre aux enseignants d'avoir une vie plus décente. Et quoi qu'on dise ici, il faut quand même, reconnaissons-le, un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. C'est entendu, quelques réactions des internautes. Il y a Scott Pommier qui dit ce qui se passe dans les établissements scolaires, c'est à l'image du pays. L'État a en effet tout abandonné, tout ce qui intéresse les autorités, c'est de garder leur poste aussi longtemps que possible, à l'image du président de la République et des ministres. Il prend l'exemple du président de la République qui a déjà passé 40 ans au pouvoir, et ici les noms de quelques ministres: Luc Magouam Bargatarana, 18 ans au ministère du Commerce, Jacques Deveau, 18 ans également au ministère de l'Enseignement supérieur, Kava Ekidibri, 38 ans à l'Assemblée nationale. Mon frère, on n'est plus en République. Le Cameroun est tout sauf une République. Tous les responsables travaillent à conserver leur poste et non pour l'essor de la société. Question à 0 francs, donnez-moi le nom d'un seul secteur qui fonctionne bien au Cameroun en dehors de celui de la bière, puisqu'ils ont tous démissionné, ils ont tous démissionné et ne réfléchissent qu'avec leur estomac et non avec leur cerveau. Alors, Anissé Boum, est-ce que vous partagez cette grille de lecture? Anissé Noah, est-ce que vous partagez cette grille de lecture? Oui, je pense que les problèmes que connaissent le Cameroun s'étendent sur tous les secteurs d'activité, ou alors presque tous les secteurs d'activité.
Ce qu'on dit, enfin, ce qu'on décrit au niveau du système éducatif, c'est la même chose qu'on décrit au niveau du système sur le pénitentiaire, sur le système, le judiciaire, etc. Donc, les problèmes du Cameroun, enfin, on retrouve les problèmes sur pratiquement tous les secteurs d'activité. C'est vrai qu'il y a du bon, il y a également du moins bon. Maintenant, permettez-moi de revenir sur ce que Joseph Emmanuel a dit tout à l'heure. Donc, je pense que sur le niveau d'instruction des parents, je pense que quel que soit le niveau d'instruction des parents, le parent a un rôle pleinement à jouer sur l'éducation de l'enfant. Parce que voyez-vous, il y a deux types d'éducation. Il y a l'éducation formelle et il y a l'éducation informelle. L'éducation informelle, c'est celle qui est pratiquée à la maison ou alors celle qui est inculquée à l'enfant à la maison. Et il faut lui inculquer les valeurs fondamentales, comme je disais tout à l'heure. Pour apprendre à l'enfant à être respectueux, on n'a pas besoin d'avoir un niveau intellectuel, je ne sais pas moi, un niveau intellectuel. Pour apprendre à l'enfant à respecter les aînés, on n'a pas besoin d'avoir un niveau intellectuel. Pour apprendre l'amour, parce que c'est ça qui est question. L'amour du prochain. Voilà, l'amour du prochain, c'est très important. Il y a l'école de la vie, il y a la vie de l'école. Voilà, il y a un enfant qui a l'amour du prochain, ne peut pas prendre sur lui de poignarder son enseignant. C'est la maison. Voilà, c'est à la maison qu'on apprend à dire merci, qu'on apprend à l'enfant à dire merci, qu'on apprend à l'enfant à dire bonjour, qu'on apprend à l'enfant à dire s'il te plaît, etc. Je pense que tous ces éléments-là doivent être mis en exergue pour que l'enfant arrive à, je ne sais pas moi, à un bon niveau pour intégrer la société. Maintenant, quand il arrive à l'école, il reçoit maintenant l'éducation formelle qui lui est inculquée par... Anissé, c'est pour ça que la famille reste la première agence de socialisation. Oui, c'est ça. Ce n'est pas anodin, c'est pour ça. Bien sûr, c'est ça qu'il a dit tout à l'heure. C'est la fondation, c'est la base. Oui. C'est la fondation, c'est la base. Oui, et maintenant, Guy, je vais peut-être vous satisfaire en disant que non, je suis totalement d'accord avec vous lorsque vous parlez de l'attitude de l'enseignant. Voyez-vous, c'est vrai que le moi est haïssable, mais je vais peut-être prendre mon exemple. Moi, j'ai eu mon bac à 17 ans et je suis allé à l'université. Et lorsque je faisais mathématiques, j'étais en deuxième année, j'ai commencé à donner les cours de vacation dans les établissements. Et voyez-vous, je vais peut-être vous surprendre en disant que les camarades de classe que j'avais eu en troisième, je les ai tenus en terminale. Sauf que nous étions les seuls à connaître qu'on a été camarades. Ça veut dire que je maintenais une distance entre mes apprenants et moi. Voilà. Certains ne connaissaient même pas que j'étais leur petit frère parce que je donnais cours en terminale. Il y avait des aînés qui étaient dans la salle de classe, mais personne ne savait que j'étais son petit frère. Je pense qu'il est important que les enseignants inculquent cette notion-là, c'est-à-dire maintenir une distance entre l'apprenant et soi. Et c'est très important, c'est-à-dire quel que soit votre âge. Voyez-vous, aujourd'hui, l'école a été rendue, ou alors le système éducatif a été décomplexifié au point où on a des élèves qui peuvent avoir le bac à 17 ans, et être enseignant à, je ne sais pas moi, 19 ans, 20 ans. Ça fait que si vous n'avez pas de comportement responsable, on va vous confondre, l'apprenant va vous confondre à son camarade. Et c'est très important. Donc, il faut maintenir toujours cette distance-là. Et lorsque cette distance-là est maintenue, il faut revenir sur ce qu'on peut donner à l'élève. Il faut aussi donner de l'amour à l'élève parce que l'enseignant est aussi le parent de l'élève. Ça, il ne faut pas l'occulter. L'enseignant est le parent de l'élève. Il faut donner de l'amour à ces élèves-là. Il faut discuter avec eux de temps en temps. Il faut essayer de les ramener à la raison quand on peut. Quand on ne peut pas, il faut peut-être confier le cas, je ne sais pas moi, à un conseiller d'orientation ou alors à un chef d'établissement qui verra dans quelles conditions on peut améliorer, c'est-à-dire le moral ou alors l'éducation qu'a reçu cet enfant-là à la maison pour que de telles dérives, pour que nous n'arrivions plus à de telles dérives que nous constatons aujourd'hui. Alors, José Emmanuel Ateba, aujourd'hui, l'on peut davantage impliquer l'ensemble des membres de la communauté éducative. Lorsque l'on jette un regard sur l'environnement éducatif, est-ce qu'il n'y a pas une sécurité qui est ambiante dans ces établissements de manière à produire aujourd'hui un ensemble de comportements violents? Peut-être là, je dirais que la violence est presque généralisée dans notre pays. C'est pas seulement dans le milieu scolaire qu'on la retrouve. C'est les conséquences de la précarité dans laquelle nous vivons. Et ça fait que si on veut circonscrire, il faut ramener, il faut un minimum d'assurance, de garantie aux populations, auquel ça dit que le minimum vital, parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il? Les gens sont tellement pauvres. Il y a un enfant qui va arriver, il n'a pas mangé le matin, parce que ses parents ne peuvent pas lui donner à manger. Il est énervé, il est tendu. C'est-à-dire que le parent, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais des parents qui ne peuvent, c'est-à-dire qu'il y a l'État
a sa mission, c'est son devoir, c'est son rôle de former les hommes. Parce que dans les familles... pas de pauvres et dignes. Oui, je n'ai pas... Non, j'ai pas dit... Pas de pauvres et dignes. Hein. Oui, justement, non, je voulais dire ceci. Il y a des gens dans des familles, ça, je peux vous assurer, vous le savez comme moi, il y a des familles que nous côtoyons, que nous voyons, l'environnement dans lequel elles vivent, c'est que, quelle que soit la volonté du père, il n'a même plus l'autorité sur son enfant. Il n'a même plus l'autorité, parce qu'il ne peut pas, pour avoir l'autorité sur votre enfant, il doit lui assurer le minimum. C'est-à-dire que jouez votre rôle. Il y a des parents qui en sont incapables. Non, mais Emmanuel, tout se passe dès le bas âge. Hein. L'éducation que vous devez mouler l'enfant dès le bas âge. C'est-à-dire, même lorsque vous vivez dans la pauvreté, il faut inculquer certaines valeurs à l'enfant qui permettent à ce qu'il reste digne. Même si vous êtes pauvre, si vous avez laissé l'enfant, si vous avez laissé un libertinage, permettez-moi l'expression, à l'enfant, il est normal que lorsqu'il va atteindre l'âge adulte, il va vous manquer le respect. Mais si vous êtes resté digne et que l'enfant, vous avez inculqué ces valeurs à l'enfant, voilà, écoutez un peu, imaginez un parent qui ne peut pas nourrir son enfant, et que l'enfant soit obligé de sortir tout seul se débrouiller. Comment il va faire? Quelle autorité il aura sur lui? Il y en a comme ça plein dans notre société. Il y en a comme ça plein, des milliers d'ailleurs. Non, donc c'est pour dire, il y a des enfants qui pendant les vacances, ils vont les enrichir. Non, je dis même au-delà des vacances. Mais il y en a même qui ne vont pas à l'école. Qui n'ont pas un moment de manquer de respect à son parent. Il y en a même qui ne peuvent pas aller à l'école. Ils payent leur pension eux-mêmes. Oui, justement. Alors je vais dire que notre société, justement, notre société, il faut l'humaniser davantage. Il faut l'humaniser davantage. Il faut créer des conditions pour que les citoyens aient le minimum qui leur permette de jouer leur rôle dans la société, de contribuer au développement de notre société. Mais une fois que une petite partie s'est accaparée de tout et abandonné les autres dans leur sort, ça crée ces conditions de frustration. De la société mercantiliste dont nous parlons. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de l'éducation, c'est toute la société qui est infectée, qui est impactée, d'où la nécessité, l'urgence de créer des conditions d'une émulation commune qui permettent que chacun puisse valablement jouer son rôle à son niveau. Je pense que c'est ça qui est ça. Et qu'elle veut faire, est-ce que l'enjouement de la précarité peut entraîner la production de comportements violents dans la société? Non, c'est une excuse facile. Je vous ai dit qu'on peut rester digne même dans la pauvreté. Et il y a une pensée que j'ai fait mienne d'ailleurs. Ce n'est pas la superstructure qui détermine l'infrastructure, mais c'est l'infrastructure qui détermine la superstructure. Pour dire qu'à la vérité, quelles que soient les conditions de précarité dans lesquelles on vit, on peut, à travers les valeurs intrinsèques, la force de soi, qu'on trouve à l'intérieur de soi-même, être capable de transcender un certain nombre de choses et être au-dessus de beaucoup de considérations et ne pas se laisser facilement impressionner par les choses de la terre, comme disent les saintes écritures. Pour dire quoi? Simplement, la précarité ne peut pas tout expliquer. Je vous ai dit que nous connaissons les environnements pour parler de manière très triviale. Vous avez des personnes autour de nous, nous qui ne sommes pas nés avec une cuillère en or dans la bouche. Vous avez, d'ailleurs nous autres qui sommes des fils d'enseignants au passage, vous avez des familles qui parfois, des maisons dans lesquelles on peut manger 3 repas par jour, mais c'est difficile. Oui, non, à l'époque, nous jeunes, nous avons eu cette chance-là. Comme on peut avoir 3 repas par jour aujourd'hui, le maquereau à l'époque c'était le poisson des pauvres. Des pauvres, pour ceux qui n'ont rien. Aujourd'hui c'est un luxe même avoir le maquereau dans son plat. Et nous qui mangeons 3 repas par jour à cette époque-là, vous avez des voisins qui avaient à peine 1 repas par jour mais qui restaient dignes. Mais qui jamais ne viendront toquer à votre porte à midi ou le soir, mais qui pouvaient donc se contenter de leur banane malaxée, de leur tapioca, et qui restaient dignes. Quand vous les voyez sortir le matin pour aller à l'école, si on vous dit que ces enfants mangeaient 1 repas depuis qu'ils sont rentrés, vous ne le saurez pas si vous n'entrez pas dans leur intimité. Pour dire quoi? C'est les valeurs que les parents les ont inculquées. Et on les a forgées comme ça, et ils ont grandi comme ça. Donc on ne peut pas tout justifier avec la précarité. C'est vrai que ça peut être une raison, mais pas une raison nécessaire et suffisante pour justifier toutes les dérives comportementales qu'on observe dans nos sociétés et tous les garnements qui pullulent au sein de nos écoles. Non, ça ne peut pas être que la pauvreté, c'est un problème de mentalité, d'éducation et de valeurs que les parents ont transmis
des valeurs transmises par les parents aux enfants. C'est vrai que quelque part aussi, il faut quand même questionner les choix faits par nos... Et là, je vais faire plaisir à Joseph Emmanuel. Vous savez que dans les années 93, les salaires des fonctionnaires avaient été divisés par 3 au plus fort de la crise, sauf que nos dirigeants avaient fait des mauvais choix. Vous vous souvenez de la fameuse phrase du chef de l'État quand il disait que nous n'irons pas au FMI. Parce qu'on avait les ressources nécessaires qui vont nous permettre de tenir aussi longtemps que possible. Sauf qu'on est passé de la rigueur à la moralisation, à la gabégie, dans sa forme la plus aboutie. Et on n'a plus rien. D'autres pays voisins, je crois qu'à l'époque, on avait le choix de réduire le train de vie de l'État et de maintenir la masse salariale. Sauf que le gouvernement a fait malheureusement le choix de réduire le salaire des fonctionnaires par 3 et de garder intact le train de l'État. Et qui s'est même, au fil des années, j'allais dire, grossi et amplifié de manière sauvage. C'est qu'on a pris on a pris l'option de sacrifier le fonctionnaire. Quand vous dites fonctionnaire, même encore dans fonctionnaire, il faut faire la segmentation. On a pris le choix de sacrifier l'enseignant, de le désacraliser, de le déshumaniser. Alors qu'en réalité, il y avait des options qui se présentaient à nos dirigeants. Ils ont choisi une option qui sacrifiait un corps d'élite, un corps qui fabrique le citoyen de demain, le Camerounais de demain. Et donc, cette situation dans laquelle on vit, il faut mettre un doigt accusateur sur nos dirigeants qui ont fait les mauvais choix et qui n'ont pas pris jusqu'ici le temps de se rattraper. Vous savez, on est dans un environnement malheureusement où tout a augmenté, sauf les salaires. Sauf les salaires. Tout augmente, dis bien tout, sauf le salaire. Donc cette situation d'inconfort peut aussi expliquer l'attitude de nos enfants dans les écoles, mais n'est pas une raison à elle seule qui peut tout justifier, parce que je pense qu'on peut encore, avec un minimum de rigueur, de dignité, de valeur et de sérieux, même dans la précarité, rester digne et donner des valeurs, j'allais dire, des valeurs fondamentales à sa conjoncture. Moi, je connais des enfants. Je connais des... vous avez des familles, nous qui avons grandi dans zone urbaine, on pouvait marcher 10-15 km à pied pour aller à l'école. Et pour aller à l'école, vous avez des gens, moi je connais, que ce soit pour schématiser, que ce soit plus accessible et compréhensible, vous avez des filles qui ne se laissaient pas impressionner par ceux qui avaient des motos, des voitures, et qui préféraient marcher à pied sur 10-15 km, aller-retour comme l'école. Mais vous avez des gens, ça c'est juste aujourd'hui, qui pouvaient de temps en temps les impressionner parce qu'ils ont un véhicule, une voiture, mais la fille disait que non, je préfère aller à pied jusqu'à l'école et rentrer. Cet exemple illustre à suffisance que même dans la pauvreté, elle préfère rester digne, mais elle refuse de monter dans un véhicule parce que quelqu'un essaie de l'impressionner. Il dit non, mais je peux vous dire non, elle peut aller à pied, sur 10-15 km à l'école et elle retourne à pied parce que ses parents lui ont inculqué ce type de valeur-là. Donc la précarité ne peut pas tout justifier. On peut rester digne même en étant pauvre. Alors, Anissé Noah, il y a aujourd'hui une théorie qui vise davantage à incriminer l'émergence des droits sociaux, la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de création, entre autres. Donc on estime que ces droits sociaux-là qui ont donné beaucoup plus de marge de manœuvre aux élèves leur permettent aujourd'hui de pouvoir basculer dans un certain destin de manière à pouvoir défier l'autorité des enseignants. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas davantage noter que ces conventions internationales qui ont attribué un certain nombre de marge de manœuvre aux élèves n'ont pas davantage travaillé à ce qu'il y ait un certain libertinage de ces élèves-là? Oui, c'est pertinent ce que vous dites et je vais vous répondre par l'affirmative. C'est vrai que nous sommes dans un village planétaire où les conventions qui sont peut-être par exemple signées à Genève nous sont proposées et l'État du Cameroun peut les ratifier ou non. Je pense que, c'est-à-dire les conventions qui ont été signées ont donné un certain nombre de libertés aux enfants qui permettent aujourd'hui que
l'enseignant n'a plus, c'est-à-dire l'autorité qu'il avait autrefois. L'enseignant a perdu son autorité. Et cela est à déplorer parce que, voyez-vous, comme Joseph Emmanuel le disait tout à l'heure, l'enseignant à l'époque était un divin. Et cela ne faisait de mal à personne que l'enseignant soit celui-là qui peut ramener à la raison un enfant qui est têtu par exemple à la maison. L'enseignant soit celui-là qui est le modèle de la société lorsqu'il passe, que l'attention soit portée sur lui. Je pense que tout le monde est passé par les bras de l'enseignant. Et il est de bon ton. Dans les pays sérieux, l'enseignant est au centre des préoccupations parce que le système éducatif, c'est le système qui forme un pays. Donc si l'enseignant n'est pas au centre des préoccupations pour ce qui est du système éducatif, je pense qu'il est quand même normal qu'on s'asseye. C'est la raison pour laquelle nous, au sein de OTS, nous pensons que les états généraux de l'éducation, que certains ont appelé le Forum national de l'éducation, sont nécessaires pour que les acteurs du système éducatif s'asseyent et qui refondent l'éducation au Cameroun. Parce que voyez-vous, le système éducatif au Cameroun est encore malade. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il y a des choses qui ont été, il y a des conventions qui ont été adoptées, il y a des mécanismes qui ont été adoptés, les dynamiques même d'enseignement qui ont été adoptées, qui permettent aujourd'hui, ou alors qui posent problème aujourd'hui. Il faut donc repenser l'éducation pour donner une meilleure éducation à nos enfants aujourd'hui. C'est ça que la question. Je discutais encore hier avec un ami où je lui disais que il est possible, ou alors aujourd'hui nous trouvons des enfants, peut-être en 6e ou en première année, qui ne savent même pas écrire leur nom. Voyez-vous, vous n'êtes peut-être pas enseignant, cela peut vous paraître bizarre. À l'époque, on nous apprenait à séparer les mots par des syllabes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un enfant s'appelle par exemple, je ne sais pas moi, Ateba, ce n'est pas Joseph Ateba. Un enfant s'appelle Ateba et il écrit A-T-E-B d'un côté et il vient écrire A en bas. Ça veut dire qu'il ne sait pas séparer, il ne sait pas dire que Ateba doit se séparer en syllabes, c'est-à-dire si je veux séparer, j'écris A-T et je viens écrire bas en bas en séparant par un tiret. Donc c'est des problèmes aujourd'hui qui sont inhérents au système éducatif. Et aujourd'hui, il n'est pas impossible que vous trouviez des enfants aujourd'hui qui ont le baccalauréat, qui ne savent pas écrire, c'est-à-dire qui ne savent pas former une phrase française, sujet, verbe, complément, sans faute. Des cas comme ça sont patents, des cas comme ça sont visibles aujourd'hui. Allez dans nos universités, vous allez voir que même les étudiants qui ont peut-être la licence, leur degré ou alors leur niveau d'expression en français est peut-être piètre. Donc il faut peut-être penser l'éducation aujourd'hui. C'est vrai que l'expression française n'est pas le seul indicateur de ce que peut être le système éducatif, mais c'est l'instrument même de notre système éducatif. Si vous ne pouvez pas communiquer en français ou en anglais, alors qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Non, mais en essai, il faut reconnaître que vous et moi, nous sommes allés à l'école, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas d'internet comme aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça est venu, j'allais dire, a contribué fortement à abrutir notre jeunesse qui aujourd'hui est dans une facilité. Et même les enseignants, parfois ils renvoient les apprenants sur Google. Ouais. Le parent est parfois obligé d'acheter un smartphone. Donc il y a tout ça qui contribue, j'allais dire, à abrutir de manière considérable nos apprenants aujourd'hui. Je ne suis pas surpris qu'un étudiant, un apprenant ait du mal à former une phrase, un sujet avec complément. Nous, à notre époque, nous écrivons des lettres à la main. Ouais. Des anecdotes comme ceci, vous les avez connues, ou quand vous écrivez une lettre un lundi matin, vous le trouvez quand nous étions plus jeunes au collège, vous êtes amusé à rédiger une lettre à une camarade de classe, elle corrige les fautes au bic rouge. Et elle vous renvoie la lettre. Et puis, même si vous vous amusez le lundi matin, vous trouvez la lettre affichée au barbillard. Voilà. Vous devez la riser du lycée du collège. Je pense que on était obligé d'apprendre à écrire à la main et correctement. Et même plus bas, c'est-à-dire lorsqu'on était à l'école primaire, moi je me rappelle lorsque j'étais au cours moyen, deuxième année, c'est-à-dire on faisait les dictées chaque mercredi matin. C'est-à-dire quand vous arrivez à l'école le matin, chaque mercredi, vous savez que vous avez une dictée. Et vous savez que autant de fautes, autant de cours. Nombre de fautes. Cette méthode-là nous ont permis. Il faut que ça revienne, ça doit revenir. Voilà, nous ont formé et nous ont permis d'avoir une certaine assise intellectuelle. Et aujourd'hui, ces éléments-là ont disparu. Et je pense qu'il faut ramener
peut-être pas le châtiment corporel, mais les éléments qui permettent, les éléments incitatifs, de manière à ce que l'élève au sorti de, je sais pas moi, de l'école primaire ou alors du secondaire soit apte à mieux s'exprimer en français. Voyez-vous, aujourd'hui, moi je suis enseignant de lycée technique. À l'époque, lorsqu'on avait un CAP, c'est-à-dire c'était les sociétés qui venaient vous recruter lorsque vous avez le CAP pour intégrer les sociétés. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez un enfant qui a par exemple le CAP qui peut exercer dans une société? Aujourd'hui, on parle d'approche par compétence. De quelles compétences il s'agit? De quelles compétences s'agit-il? Lorsque un enfant qui a peut-être le CAP ne peut pas être apte dans une société, et même lorsqu'il a le baccalauréat, c'est impossible. Et vous avez vu, le chômage aujourd'hui s'est accru parce que le système éducatif s'est dégradé. Et aujourd'hui, une société ne peut pas recruter un enfant qui sort, je sais pas moi, un enfant qui sort de la terminale et être sûr qu'il sera apte sur le terrain. Et même lorsque vous êtes à l'université, lorsque vous avez la licence, vous n'êtes pas sûr, on n'est pas sûr que vous serez apte sur le terrain. Annie, c'est une phrase. Si moi j'avais été le parent de cet élève qui a, quoi c'était en commission tout oui. Cet élève qui a bagarré avec son enseignante, moi j'avais été son parent, je serais revenu au lycée le lundi matin, en plein rassemblement, j'aurais demandé qu'elle soit fessée en plein rassemblement le lundi matin. Devant ça, c'est en Coléton. Oui, en Coléton. Je serais venu au lycée le lendemain, au lundi, au rassemblement, qu'elle soit fessée devant tous ses camarades, que ça ne se reproduise plus jamais. Il faut, moi je suis le seul qui faut ramener le feu à l'école. Moi je l'aurais fait. Il ne faut pas à ce point désacraliser son enseignant. Avant de on l'a fait ce lundi matin devant tous ses camarades. Avant peut-être que Joseph sans état d'âme. Oui, il faut le faire. Je vais dire que aussi normal que nous décrions la violence des élèves à l'endroit des enseignants, il faut aussi être honnête et décrier la violence des enseignants à l'endroit des élèves. Parce que voyez-vous, certains enseignants n'ont pas de comportement dignes. C'est ça qui est question. Lorsque vous arrivez aux mains avec un élève, je pense que c'est les situations qu'il faut... Non, il n'y a aucune raison qui peut expliquer qu'un enseignant bagarre. Aucune raison. Permettez que je peut justifier que l'élève bagarre son enseignant en plein établissement. Moi, le parent, je viens, il ne veut pas savoir, il ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Je t'arrête la main, on rentre à l'école lundi matin, je te fais fesser en plein rassemblement. Oui, Guy, ça, quel que soit ce qui s'est passé. Le coup se sera déjà produit, mais je pense qu'il faut l'enseignant que je suis doit éviter d'en arriver là. Parce que, voyez-vous, les images ont fait le tour des réseaux sociaux, oui. Et cet enseignant-là devient la risée. Mais je pense que si l'enseignant avait évité que cela arrive, c'est-à-dire, lorsque vous avez par exemple un élève recalcitrant, moi je vais vous dire. Le parent fait quoi dans ce point? Moi je vais vous donner ma méthode. Le parent lui fait quoi? Le parent lui fait quoi? Guy, le parent fait quoi? Je vais vous donner ma méthode. Lorsque j'ai un élève recalcitrant dans ma salle de classe et que, c'est-à-dire après les rappels à l'ordre, cet élève-là refuse de se ranger, j'appelle le surveillant général. Si le surveillant général, si l'élève ne peut pas sortir, c'est-à-dire sous les ordres du surveillant général, je plie les documents, je sors jusqu'à ce que la situation soit résolue. Au lieu d'arriver aux mains avec l'enfant, je pense que il est important que nous, enseignants, adoptions des comportements responsables qui permettent à ce que non, on n'arrive plus à de tels délivres. On parle aujourd'hui du cas du lycée de Coléton. Vous avez vu une vidéo qui a circulé, je ne sais pas moi, le mois dernier sur les réseaux sociaux, où un enseignant du primaire infligeait, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, une punition, c'est-à-dire un châtiment corporel à un enfant de bas âge. Je pense que des cas comme ça sont à condamner. Et il faut que les enseignants aient des comportements responsables. Aussi vrai que nous réclamons des comportements responsables des parents et des élèves, il faut que nous également, enseignants, que nous ayons des comportements responsables pour éviter que la violence puisse se répéter dans les milieux scolaires. Bien de réaction, chapitre de prospérité qui dit le véritable problème réside aujourd'hui au niveau de l'éducation, que les enfants aujourd'hui reçoivent. Cette culture du rien de violence n'est pas fortuite. Théophile Obaké dit, mon cher Serge Bikoy, nous avons besoin d'une refondation profonde de notre raison d'être comme peuple, nation, avec tout ce que cela comporte. Le mal est vraiment profond. Quel résultat souhaitons-nous avoir? Autre réaction, non des moindres, Alexis Zaza qui dit l'école va en couille. Tout simplement, le premier responsable c'est ce gouvernement incompétent de Yaoundé, dit-il. Autre réaction, Flori qui dit les enfants, si nous ferons dépasser les ghettos, ils regardent la télé jusqu'à avoir des comportements violents. Et Simon Pierre et Guillaume Kaki dit la morale a foutu le camp dans ce pays parce que l'élite elle-même se retrouve constamment dans les histoires de malversation et de crimes abominables. Les jeunes ne peuvent
que copier ce mauvais exemple parce que manquant de repères positifs. D'où la nécessité, dit-il, d'une alternative politique qui viendra avec les hommes nouveaux et un système de gouvernance autre que celui que nous voyons actuellement et qui favorise toutes sortes de dérives. Solange Carminito Koto qui dit, excusez-moi pour la longueur de mon intervention, la violence jeune a atteint des sommets Everest. D'abord, les parents ont démissionné, les relayeurs, que sont les éducateurs, ont baissé la garde, l'État s'est désengagé avec la corruption et le trafic d'influence. Il a montré aux jeunes que nous sommes dans la jungle de Thomas Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme, dit-elle. Le plus fort mange les plus faibles. Les programmes scolaires sont floués ou approximatifs. La morale a foutu le camp, les chaînes de télévision étrangères et leurs programmes libertaires ou violents gagnent du terrain. Les anthropologues et conteurs, eux, qui ont baissé notre avance par leurs contes et légendes, pleins de sagesse, ont presque disparu de la circulation, laissant place au film. La mère, véritable surplus de la famille, est plus préoccupée par la recherche effrénée de l'argent, de même que par les comparaisons inutiles de sa progéniture à celle de l'oncle ou du voisin qui a réussi, relève-t-elle. Charles Kuhn, qui est enseignant de formation, dit « L'État devrait penser à créer des centres d'éducation spécialisés qui pourront véritablement accueillir ces jeunes délinquants après qu'ils ont purgé leur peine en prison. » Et il relève par ailleurs que ces centres seraient tenus par des psychologues, pédagogues, dont le rôle serait de modifier chez ces jeunes des comportements de délinquants et leur apprendre surtout un métier. Philippe Nangadi, ces jeunes sont dans le monde et singulièrement au Cameroun, un Cameroun autrefois îlot de paix, mais désormais îlot de guerre, massacre et violence. La jeunesse a culturellement le défaut de l'imitation. Il ne s'agit pas, dit-il, de justification, il s'agit de bien comprendre pour bien traiter un mal de manière holistique. Tout est violent autour de nous. Herman Signé dit, la nation se meurt et nous sommes en train de chavirer vers des profondeurs incertaines. Si ce régime sourd-muet ne quitte pas les affaires, Firmin Eric Takedo Ngongandi, je continue de faire le deuil de mon neveu Boris Ndiomi Tchakounté, sauvagement assassiné au lycée classique de Colisson, et ce à cause de la sortie manquée du numéro 1 de l'éducation de ce jour. Qu'a-t-elle fait ou dit afin de mettre fin à la violence galopante dans nos établissements scolaires? André Luther Meka qui réagit également, qui dit qu'il fustige le comportement violent qui est aujourd'hui infligé aux différents enseignants par les élèves. Claude Momi dit le Parlement devrait voter une loi qui sanctionne toute personne qui détiendrait une arme blanche, lame, couteau, tesson de bouteille au cours d'une dispute ou irix. Il propose immédiatement l'incarcération sans autre forme de procès. Ange Epounet dit ceci, même les sensibilisations semblent ne plus les concerner. Seigneur, viens juste en aide à ceux qui sont encore conscients et soucieux de leur avenir, avec l'argent qui est dur, comme quoi là, et les enfants jouent comme ça. Voilà donc plusieurs réactions que nous avons relevées par rapport à cette thématique qui intéresse plus d'un. Alors, José Manuel Ateba. Oui, et Serge, mais je crois que tout ce que nous avons dit ici nous ramène à une question fondamentale. Quelle société voulons-nous? C'est la question fondamentale. Oui. Quelle société voulons-nous? Je voudrais vous rappeler qu'à une époque, et c'est pour ça que moi j'insiste toujours sur la responsabilité de l'autorité de l'État, qui est le régent de la société. C'est lui qui détermine, qui définit, au-delà de nos qualités individuelles. Il donne le cap, il dit voilà vers où nous voulons y aller. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand moi j'étais petit, quand je vois les gens boire les kitoko, il y a des comptoirs de Domtol en route. Mais c'était interdit. Ça veut dire qu'en ce moment-là, en ce temps-là, on avait besoin d'une... On nous disait dans les cours, je crois, de morale, oui, que l'alcool est un fléau pour la nation. Oui. Donc tout enfant en était conscient, on lui martelait ça dans l'esprit. On le répétait même. On le répétait. On ne pas la bière. Et même lorsque vous étiez soupçonné d'avoir un débit de boisson là, on venait vous arrêter. Ça veut dire que les gens étaient obligés de se cacher pour boire, oui, et on n'en buvait pas beaucoup. Donc on réduisait le taux de consommation à travers cela. Pouviez-vous voir à l'époque un homme en tenue assis dans un bar en train de boire? C'était pas possible. Donc c'est l'État qui a les moyens de coercition, de répression, de tout ce qu'il a pour pouvoir dire aux gens. Il y a des enfants qui ont réussi. Je dis bien, les parents je ne peux pas
renier la réussite des parents pour l'éducation de leurs enfants. Il y a des enfants qui n'avaient pas de parents, mais qui dans cette société, qui ont réussi parce que le cadre était défini pour de pouvoir apposer la chance à tout le monde. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Tout le monde, c'est pas seulement le cas du Cameroun. Ailleurs, vous entendez parler des quartiers difficiles, des quartiers pauvres, où les enfants sont difficiles. Mais les autorités de ces pays prennent des dispositions pour essayer de les ramener dans la société à travers des formations spéciales, à travers un type d'encadrement. Et les gens sortent de là. Donc on laisse. C'est de ça qu'il s'agit. Au Cameroun, les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour paraphraser notre coach Rigobert Sombahana, c'est de ça qu'il s'agit. L'État a abandonné le peuple camerounais. C'est le Camerounais abandonné à lui-même. Personne n'assume sa responsabilité. Personne n'assume sa responsabilité. Comment on a pu retirer les cours de morale à l'école? Comment on a pu retirer les cours d'instruction civique à l'école? C'est pas possible. Vous voulez créer, vous voulez quelle société? Vous voulez quels hommes? Vous voulez quel... C'est quoi votre vision? C'est quoi votre objectif? C'est par là qu'on définit la vision sociale que nous avons. Donc je crois qu'il est temps. Il est temps. Il n'est pas tard. Il est temps que l'autorité prenne en main ses responsabilités, essayer de réglementer la société, donner à chacun de les assurer et y veiller. Et y veiller. Non, imaginez, si un enfant sait que à l'école, si je touche, si j'insulte mon professeur, mon enseignant, voici ce que j'encours. Et que c'est systématique. Les camarades le savent. C'est comme ça qu'on fabrique des hommes. C'est comme ça qu'on fabrique une société. C'est comme ça qu'on fabrique des modèles. Donc si, d'abord regardez, quand vous voyez même les écoles, comment elles se créent, je vous ai dit, il y en a qui sont là, on ne sait même pas dans quelles conditions elles sont créées, mais parce que les gens ont magouillé avec les gens au ministère, on les laisse fonctionner. On envoie les enfants là-bas, sans aucun suivi. Et vous voulez que les enfants qui viennent là-bas, qu'ils fassent comment? Qu'ils deviennent quoi? Pire encore, il y a encore des écoles dans ce pays où les gens fréquentent, où les gens sont assis, les enfants sont assis à même le sol pour prendre le cours. Donc je pense que c'est important de le souligner. Non, c'est autant de choses. Donc c'est autant. Et même quand vous voyez donc ceux qui sont allés à l'école, c'est quand un enfant voit son grand frère qui est sorti de l'école, master, machin, truc et tout, aller à la maison, il discute le bout de pain avec lui à la maison. Comment voulez-vous qu'il respecte, qui pense que l'école vaut quelque chose, ou bien que l'enseignant, il sait que son enseignant a le même diplôme que son camarade qui est à la maison, donc il ne représente rien. C'est autant de choses. C'est autant de choses. Donc, je dis qu'il est temps. Il est temps qu'on mette sur pied un système social qui protège, qui assure le minimum de garanties aux populations. Quand un enfant tombe malade, tu ne peux pas soigner ton enfant. Tu ne peux pas l'envoyer. Tu n'as même pas 5 francs, tu n'as rien. L'enfant est malade, tu le regardes, l'enfant te regarde. Tu fais comment? Il y a des choses qu'un citoyen ne devrait pas manquer. Et c'est toute cette frustration qui crée des violences qu'on subit un peu partout. Donc si on élimine des poches de frustration, on peut résoudre un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire, un enfant peut manger, un parent peut donner à manger à son enfant, un enfant peut tomber malade, il va à l'hôpital, on le soigne, sans que le père se retrouve en train de regarder son enfant mourir à la maison sans pouvoir rien faire. C'est des choses, c'est des minimums qui permettent qu'on se croie, qu'on se sente membre d'une société et qu'on respecte les règles que cette société nous impose. Alors, passons aux solutions Guy-Hervé Fongan. Comment résoudre la violence dans les milieux scolaires? Alors, je voudrais observer deux choses. La première, pour dire que j'ai l'impression que Joseph Emmanuel Ateba a une vision un peu angélique de l'État. Pourquoi je le dis? Seulement parce que, je crois que c'est Émile Durkheim, le sociologue, qui disait que la société dans laquelle on vit évolue en se complexifiant. Et les besoins de celle-ci suivent exactement la même tendance. Donc il est difficile aujourd'hui pour l'État de réguler avec la précision chirurgicale qu'Emmanuel Ateba appelle de tous ses voeux.
Parce que voyez-vous, l'environnement dans lequel on a grandi, nous autres. Je autres. n'ai pas dit avec la précision, c'est-à-dire que j'ai dit l'environnement dans lequel on a grandi, nous autres. Le mieux qu'on peut. Notre progéniture aujourd'hui a accès à un certain nombre de canaux d'informations que nous n'avions pas. C'est-à-dire que c'est. Aujourd'hui, papa, vous êtes. Quand vous avez. Vous avez votre fils de 3 ou 4, 5 ans, 7 ans même, qui connaît votre téléphone mieux que vous-même. C'est des cas qui sont un peu les gens. Il prend votre téléphone, il le maîtrise plus que vous-même qui l'avez acheté. C'est extraordinaire et ce genre de choses, on le vit dans la plupart de nos ménages. C'est vraiment parce qu'il y a le moule dans lequel ceux-ci, nos progénitures ont été socialisés. Il y a par exemple le même moule dans lequel nous autres avons été socialisés. Donc il sera difficile, même pour l'État, de réguler avec une telle précision, parce que les enfants ont accès à tellement de choses, avec une telle facilité, telle que ça peut être à l'origine d'un certain nombre de dérives et de débordements encore qu'on observe ici et là. Comment s'en sortir? On s'en sort en responsabilisant davantage les parents, surtout, en les responsabilisant, et qui doivent avoir une manière plus rigoureuse d'éduquer leur progéniture en regardant ce qu'ils font, ce qu'ils lisent, ce qu'ils fréquentent, ce qu'ils côtoient, où ils vont, etc. Et l'État, évidemment, aussi doit prendre ses responsabilités en présentant les vraies valeurs, les vrais modèles. Aujourd'hui, c'est bien mon Zana qui disait qu'on a écarté la norme, on a normalisé l'écart. Il faut, j'allais dire, sacraliser l'enseignant, le remettre au centre de notre projet de société. Il a bien fait de dire tout à l'heure que quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants. Vous savez que la Chine s'est repliée sur elle pendant longtemps aujourd'hui, a tout investi sur l'éducation, sur l'école, parce que l'école c'est un vecteur idéologique par excellence. Il permet de construire, de se projeter et de fabriquer une nation qu'on souhaite avoir. Cette idéologie, on enseigne à l'école. Ça commence à l'école. La Chine est l'exemple le plus éloquent dans cet exemple-là et dans cette manière d'appréhender les choses. Donc, il est important que notre école, qu'on la redéfinisse, que l'idéologie, que le Camerounais de demain, qu'on souhaite construire, qu'on souhaite bâtir, que l'idéologie commence à se transmettre à partir de la maternelle. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants ont accès à tellement de choses, avec tellement de facilité, que cette idéologie-là, on devrait commencer à la transmettre au bas âge. Que les états généraux de l'éducation, que OTS a appelé de tous ses voeux, aujourd'hui, il est plus qu'urgent, au regard des dérives qu'on observe ça et là, que cet état général enfin soit convoqué et que on est qu'on est les enfants qui obéissent au Cameroun qu'on souhaite avoir dans 20, 25, 30, 50 ans, parce qu'ils auront appris les fondamentaux dès la base à travers un vecteur idéologique qu'on leur a transmis via l'école et très tôt. Alors, Anissé Noah, quelle thérapie faut-il administrer pour remédier à la violence dans les milieux scolaires? Oui, j'en fais bien les propos de Guy Hervé. Vous savez, le constat est clair aujourd'hui. Nous sommes dans une société en déliquescence morale. Et il faut donc aujourd'hui, il faut penser au retour à l'orthodoxie. Il faut que tous les acteurs du système éducatif jouent pleinement leur partition. Je vais commencer par le gouvernement. Il faut que le gouvernement remette l'enseignant au centre du système éducatif. Et pour cela, il faut convoquer les états généraux de l'enseignement pour définir même l'éducation. Il faut également appliquer le statut spécial des enseignants, dont nous appelons de tout notre groupe. Parce qu'en appliquant ce statut spécial, ça va permettre à ce que l'enseignant soit revalorisé sur le plan de sa rémunération. Ça va permettre à ce que l'enseignant soit respecté au niveau de la société. Maintenant, au niveau de la famille, au niveau de la cellule familiale, il faut que la famille joue pleinement son rôle, que la famille soit monoparentale, biparentale ou alors recomposée. Il faut que chaque famille joue pleinement son rôle. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la prolifération du système des mères célibataires, c'est-à-dire chaque fille ou alors chaque femme veut avoir son propre enfant, même si elle n'est pas mariée. Ça fait que lorsqu'on appelle ça célibatante. Voilà, célibatante. C'est l'expression consacrée. Merci, célibatante. Merci Guy Hervé. Ça fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas élever un enfant tout seul sans que son parent soit, c'est pas moi,
sans que son parent s'intéresse sans que son papa s'intéresse à son éducation. Je pense qu'il faut que les femmes le sachent. Que la famille soit monoparentale, biparentale ou alors composée, il faut que l'éducation des enfants soit une priorité. C'est vrai qu'aujourd'hui nous mettons, je ne sais pas moi, la voix au centre de nos préoccupations et nous, c'est-à-dire l'être est derrière. Mais l'être doit être plus prioritaire que les avoirs. Aujourd'hui, il y a des parents qui sortent à 6 h du matin, qui reviennent à 22 h, qui ne permettent même pas à ce que les enfants sachent qu'ils soient là, qu'ils sont là, qui ne permettent pas, qui ne contrôlent pas que ce que les enfants font au quotidien. Guy Hervé disait tout à l'heure que vous voyez certains enfants à la maison, lorsqu'ils prennent la télécommande, c'est pour mettre les films d'horreur, c'est pour voir des images dangereuses. Alors que lorsque le parent est là, ça permet à ce que le parent filtre, parce que le parent doit jouer le rôle de filtre. Ça permet à ce que le parent filtre les comportements de l'enfant. Parce que lorsque l'enfant va au contact de la société, il ramasse tout, c'est un fourre-tout là-bas. Voilà. Lorsqu'il revient, il faut que le parent lui dise que non, on ne fait pas ceci et qu'il lui explique pourquoi on ne fait pas cela. Maintenant, nous enseignants, il faut que nous adoptions les comportements responsables. J'insiste là-dessus. Sachons rester dignes, même dans la pauvreté dans laquelle nous a mis le gouvernement. Sachons rester dignes dans la pauvreté. Assumons-nous intellectuellement que les enseignants aillent à l'école du leadership et du charisme pour savoir que lorsque je suis dans une salle de classe, je dois m'élever et permettre à ce que les apprenants qui sont là me voient comme, c'est pas moi, leurs parents, leurs grands frères et qui me prennent pour modèle. Moi, j'ai eu des modèles qui m'ont permis de faire l'enseignement. Je pense, je rends hommage à monsieur Gabon Dormo qui a été mon enseignant en terminale. Ce monsieur-là pouvait vous donner un cours de physique de 5 heures de temps, sans document. Et cela m'a permis de comprendre que non, on peut aussi être un enseignant qui est un modèle. Et voyez-vous, lorsque vous avez un enseignant comme celui-là, mais personne qui pouvait lever le doigt, alors que c'est des choses qui se sont passées après la revalorisation, c'est-à-dire la baisse des salaires des enseignants. Mais ce monsieur-là, c'était un devant, c'est-à-dire tout le monde rêvait d'être comme lui. Et j'ai aussi eu des chefs d'établissement qui étaient charismatiques, c'est-à-dire qui savaient manier le bâton et la carotte. Et on ne pouvait pas les voir dans ce fourre-tout là où l'enseignant poignarde l'élève. Je pense par exemple à monsieur Soué de Rebecca Mémoire, qui a été un proviseur ou alors un chef d'établissement charismatique, qui partout où il est passé, il était un modèle. Je pense qu'il faut que les enseignants adoptent cette attitude-là qui permettent à ce que l'enseignant, même dans sa pauvreté, reste digne. L'enseignant, même dans sa pauvreté, maintienne son autorité. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Alors, je voudrais Bagnola Teba, quelle solution pour remédier à la problématique des violences scolaires? Non, je crois que Anissé a dit l'essentiel. Il faut restaurer l'enseignant dans son vrai statut. Voyez-vous, l'enseignant avant, c'est quelqu'un qui était fier de transmettre son savoir. C'était ça. Il se définissait par là, que ce soit au primaire, au secondaire, à l'université. C'est-à-dire que une fois qu'on a appauvri l'enseignant, qui pouvait imaginer qu'un professeur d'université ait envie d'être, je ne sais pas moi, directeur, je ne sais pas quoi, ministre, quelque chose comme ça. Non, mais c'est les gars qui étaient fiers de leur statut. Il a envie de faire la politique. De faire la politique, non, on n'avait pas besoin. C'est les gars qui étaient fiers de ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que quand ils arrivent, quand ils viennent donner cours, le gars fait étaler de tout son savoir, de sa connaissance, il sait qu'à travers cela, vous le respectez. C'est-à-dire c'est un dieu, quoi. C'est un dieu. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Les enseignants, à tous les niveaux que ce soit, sont en train de courir derrière la pitance. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à n'importe quoi pour survivre, pour avoir, quel que soit leur grade, quel que soit leur rang. Donc, il faut restituer l'enseignant, il faut restaurer son autorité, son pouvoir et son devoir pour qu'il puisse l'accomplir avec aisance. Charles Nekou parlait tout à l'heure de la proposition des interventions sociales dans les établissements scolaires pour justement prodiguer un ensemble de conseils psychologiques, de même que il propose que l'on recrute les psychologues sociaux, de même que les sociologues, de manière à remédier à un ensemble de comportements déviants que l'on peut observer. Quel est votre je rappelle, à l'époque, il y avait Betamba, à l'époque, c'est pour des enfants difficiles. Oui. Qu'on envoyait. À un moment même, c'est les personnes aisées qui envoyaient leurs enfants là-bas. À un moment, c'est les personnes aisées. Maintenant Oui, qui envoyaient leurs enfants là-bas. Alors qui est fait?
votre proposition par rapport au recrutement des assistants sociaux dans les établissements scolaires, de manière que l'on puisse aider les différents jeunes à pouvoir apaiser un ensemble de comportements considérés comme délinquants ou bien déviants dans ce cycle éducatif. Non, je pense que ça existe. Si ma mémoire ne me joue pas des tours, je pense que quand ils sortent de l'école normale, il y a des conseils d'orientation qui ont pour mission justement de s'occuper de ce genre de choses. Ça existe déjà dans nos écoles, mais il faudrait qu'on mette davantage d'accent là-dessus, que ces gars-là musclent, que ces conseillers musclent davantage leur jeu. La limite, je pense que j'ai pas le sentiment, parce que j'en connais, je côtoie quelques-uns, j'ai pas le sentiment que les formations qu'ils reçoivent obéissent exactement aux problématiques qu'on vit aujourd'hui. Je pense qu'il est urgent qu'on fasse une véritable mise à jour des enseignements qu'ils reçoivent le conseil d'orientation. Oui. Parce que le conseil d'orientation, s'il continue à recevoir les mêmes enseignements qu'on donnait il y a 20 ans, 50 ans, à transmettre aux enfants d'aujourd'hui, j'ai peur qu'ils soient un peu déphasés. Parce que la mentalité des enfants n'a rien à voir avec la mentalité qu'on enseignait il y a 50 ans. Donc il y a cette mise à jour qui est nécessaire à faire pour que ces conseils s'adaptent à l'environnement et aux problématiques actuelles et à la versatilité que nos enfants, nous font, qu'ils présentent au quotidien. C'est important qu'eux également se mettent à jour. Et bien, par rapport au cas du lycée de Coleto tout récemment, on a vu la réaction de Madame la ministre des enseignements secondaires qui avait décidé d'exclure cet élève-là. Est-ce que c'était une sanction appropriée à votre avis? Oui, je dirais d'abord que la réaction a été post-modum, Serge. Parce que, voyez-vous, lorsque le phénomène a commencé, comme je vous le disais tout à l'heure, Madame la ministre a tout fait de trouver les circonstances atténuantes, c'est-à-dire à l'assassin de M. Njomi Tchakounte. Elle aurait saisi le taureau par les cornes en ce moment-là que, je ne sais pas moi, la situation aurait peut-être baissé. Voyez-vous, lorsque vous êtes enseignant dans un lycée, vous êtes enseignant vacataire, vous êtes recruté par le chef d'établissement qui sait que vous avez été formé et que vous avez votre établissement d'attache. Mais si, lorsque un cas se produit comme celui-là, on se limite à dire que l'enseignant n'était pas à son poste. Sauf qu'il était à son poste d'ailleurs, ça il faut le dire. C'est-à-dire du fait des conditions misérables dans lesquelles les enseignants se trouvent, le monsieur n'avait pas de salaire, donc il fallait joindre les deux bouts en allant donner des cours de vacation au lycée de Colbison pour essayer d'avoir son argent de taxi. Donc c'est ça qui s'est passé. Maintenant, c'est-à-dire la réaction de Madame la ministre est peut-être venue tard, mais je pense qu'elle vient peut-être donner un certain nombre de satisfactions à ce qu'on attendait depuis. Parce que voyez-vous, il est anormal qu'un élève se mette en spectacle avec son enseignant, même s'il faut peut-être questionner, c'est-à-dire la réaction de l'enseignant. Un élève, l'enseignant est le parent de l'élève. Et il est non anormal que l'élève se mette en spectacle avec son enseignant. Ça veut dire que si l'élève le fait, c'est la même chose que l'élève fait à la maison. Elle peut peut-être se mettre en spectacle avec son parent. Donc il est de bon ton que cet élève-là soit extirpé de ce lycée-là, mais tout en ne pas laisser cet élève-là dans la déperdition, parce qu'il y a des centres appropriés là où on peut réinsérer ce genre d'élèves-là qui se sont égarés du bon chemin, et maintenant permettre à ce que le moment venu, qu'on les insère soit dans les lycées ou alors soit dans la vie active. C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'en sanctionnant l'élève du lycée de Coleton, la ministre des enseignements secondaires n'a pas privilégié l'enseignant au détriment de l'élève qui a été finalement exclu de l'établissement? Joseph, alors je vais peut-être poser la question ici qui est du domaine, sur son contrôle. Oui. Est-ce que si cette image n'avait pas circulé dans les réseaux sociaux, le ministre aurait réagi à cette situation? Puisque des cas comme ça, je crois qu'on a tout éloigné dans le lycée. Oui. Est-ce qu'on a besoin du ministre pour, s'il fallait me exclure l'enfant, est-ce qu'il n'y a pas de conseil disciplinaire au lycée qui pourrait prendre la décision sans que ce soit une note du ministre? C'est-à-dire où était l'intérêt que le ministre fasse... moi, vraiment, c'est ce que j'ai pas compris. Le ministre gère les lycées. Qu'est-ce que le ministre avait à faire à venir décider de l'exclusion d'un enfant dans un lycée? Vous savez, il y a les réseaux sociaux ont le mauvais côté et le bon côté aussi. Parce que c'est-à-dire,
cette image-là n'était pas devenue virale sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que c'est-à-dire les sanctions auraient été prises à l'endroit de cet élève-là. Parce que voyez-vous, dans un établissement de la ville proche de Yaoundé, à Ayos, pour ne pas citer la ville, nous avons assisté à une scène où un sous-préfet est entré dans un établissement, l'enseignant de philosophie étant en cours a giflé l'enseignant devant ses élèves. Le mineur qui est le patron de la préfectorale n'a pas dit mot, c'est-à-dire cela est passé inaperçu. Ça veut dire que on peut entrer dans les établissements, c'est pas moi, rouer les élèves de cours. On a vu un enseignant qui est un militaire qui est entré dans un établissement, bastonner un surveillant général, tout simplement parce que celui-ci avait demandé à sa fille, je ne sais pas moi, celui-ci avait puni sa fille parce qu'elle n'avait pas balayé la salle de classe. Donc je pense que les images ou alors des cas comme cela sont patents. Ma question donc me permet de dire ce que je pensais. Quelle image est fuitée, qu'elle soit passée par les réseaux sociaux, le ministre n'avait pas à interférer dans cette... C'est-à-dire que le lycée devait passer son conseil de discipline normalement, peut-être si nécessaire, exclure l'enfant, comme on l'a fait, sans qu'on ait besoin de ce random que le ministre fait tout un communiqué pour annoncer, pour exclure un enfant d'un lycée. Vous avez cité le cas du lycée d'Ayos où le sous-préfet va gifler. D'abord, le ministre, on l'a pas vu s'indigner du fait qu'on a giflé. Là, il passait inaperçu. Voilà, il ne s'est pas indigné du fait qu'on ait giflé son collaborateur, son professeur, le professeur du lycée. De même que le MINAT n'a pas sanctionné le sous-préfet en question. Oui. Donc, moi, je dis, je pense qu'il y a des gens, il y a des choses vraiment dans ce pays, on nous habitue à des choses qui ne valent pas. C'est-à-dire que le ministre, je ne sais pas, vraiment, je n'ai pas compris cette affaire-là. Quand un enfant, il y a eu un incident dans un lycée, il y a un lycée qui a improvisé un conseil de discipline qui peut statuer et que le ministre soit obligé d'exclure un enfant de l'école, ça ne servait pratiquement, je ne vois pas à quoi ça a servi dans cette histoire-là. Je ne vois pas à quoi ça a servi. Et au contraire, ça a desservi, parce que les enseignants, c'est comme s'ils n'avaient pas d'autorité dans leur lycée et que c'est le ministre qui vient prendre les décisions à leur place. Le professeur ne sert à rien. Donc, elle aurait dû rester dans son coin et laisser le lycée assurer sa police du lycée, prendre les décisions qui s'imposaient sans qu'elle ait besoin de faire ce qu'elle a fait là. Donc c'est ce que j'ai observé. Elle ne fait pas. Autre réaction, Sidi Absent qui dit pour les violences en milieu scolaire, la solution est très simple. Il faut que désormais les responsabilités des enfants d'un certain niveau soient pénalement engagées. Ensuite, on doit installer des postes militaires dans les stationnements à ce niveau. Bon, par rapport à la responsabilité pénale, est-ce qu'aujourd'hui, l'on doit porter plainte contre l'élève qui a par exemple poignardé l'ancien au complexe scolaire Yona en Colbison? Non, il faut être plus sévère, il faut être plus dur que ça. Il doit même répondre pénalement. Je pense que c'est des garnements comme ça qu'il faut rapidement exclure de la société. C'est inadmissible, incompréhensible, inconcevable. Moi j'ai vu les images de ce garnement, j'ai pas eu l'impression qu'il regrettait son geste. Les photos que j'ai vu circuler, j'ai plutôt vu quelqu'un de serein. C'est-à-dire qu'il a peut-être atteint un degré d'inconscience qui frise la forme la plus achevée de drogue. Et ce type de situation, maintenant, il faut commencer par filtrer tout ce qui entre et sort de l'école. Ça, c'est très important. Bon, peut-être que c'est vrai que les enseignants n'ont peut-être pas sont peut-être outillés pour mener les fouilles adéquates. Je pense qu'il faut aussi peut-être renforcer les effectifs au sein de la police. Oui. Qu'on affecte, bon, c'est vrai que ça va être compliqué à l'épreuve de la pratique, qui est que désormais qu'on affecte 1 ou 2 éléments dans les écoles pour qu'on veille à ce type, qu'on filtre les entrées et les sorties au sein des écoles. Ce n'est pas. Mais je pense qu'à ce niveau, c'est les c'est-à-dire que la décentralisation, si elle était effective, c'est-à-dire que les communes devraient. La police municipale devrait jouer ce rôle dans les services scolaires. Par exemple. Il faut qu'on en arrive là. C'est-à-dire que, oui, la police municipale peut jouer ce rôle dans les services scolaires. C'est-à-dire pour ne pas avoir l'impression qu'on envoie les forces de. La police municipale peut jouer ce rôle. C'est-à-dire que dans les établissements publics, voire même privés, qu'on affecte des éléments pour des contrôles inopinés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là, il y a les surveillants, les encadreurs sont là. Et ils sont là uniquement pour la sécurité.
Donc, pour parler des deux cas, l'élève qui a poignardé son principal. Oui, son principal et la jeune qui a bagarré avec son enseignant. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller très loin dans la chaîne de responsabilité. Qui a filmé? Je crois savoir que les enfants n'ont pas le droit de se retrouver au sein de l'école avec des téléphones portables. Aujourd'hui, n'importe lequel étudiant de première année de l'EAE et qui est capable de... On peut tracer d'où est sortie la première image qui a fuité. C'est possible. On commence, il faut aller plus loin que ça. En identifiant celui ou celle qui a filmé cette scène d'abord. Et prendre ce prétexte ou désormais de manière systématique interdire les téléphones à l'école. Encore à l'université, on peut encore tolérer. Mais il n'y a pas de raison que vous vous retrouvez au collège ou au lycée avec des téléphones portables. Vous filmez tout et n'importe quoi. Donc on peut retracer. Il faut commencer par ça. Il faut qu'on a retracé ça. Sauf que là, ce n'est pas seulement l'élève qui peut filmer. Je pense que là, vous soulevez la problématique. Peu importe qui a filmé. Oui, la culture des réseaux sociaux. Mais on peut retracer. Oui, on peut. Ça peut être l'enseignant qui a filmé, mais est-ce qu'il a la culture de savoir que non, ça c'est un scandale, il ne faut pas poster ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais là que je jouais à Douala et je sortais. On peut filmer également son téléphone. Oui. Par contre, celui qui a sorti dans les réseaux sociaux bien sûr, peut être traçable. C'est possible. J'étais là que l'enseignant va avoir filmé comme sa conviction. Oui. Que ça pourra m'être utile. Mais la personne qui a fait fuiter l'image, la vidéo pour les réseaux sociaux, cette personne doit être rapidement traquée et mise hors d'état de nuire et de manière systématique interdit les téléphones dans les établissements. Et puis, deuxième échelle de responsabilité, il n'y avait pas de raison que tout un ministre en vienne à sanctionner l'élève. Ça n'a pas de sens. Un élève qui a un conseil d'établissement, qui tient ses conseils de discipline, qui a un surveillant général, un surveillant de secteur, un censeur, un proviseur, il faut que le ministre vienne intervenir. Ça n'a pas de sens. C'est même un aveu d'échec. C'est même, j'allais dire, à mon sens, c'est un dysfonctionnement qui, j'allais dire, qui à mon avis, met à nu les failles de ce proviseur-là. Il devrait se sentir diminué dans sa chair. S'il est incapable dans son propre lycée de prendre des décisions face à de telles dérives, au point où il faut qu'on interpelle le ministre, ça veut dire qu'il n'a pas sa place ou elle n'a pas sa place dans cet établissement et ça n'a pas de sens. Le ministre a mieux à faire. Il y a des chantiers plus importants sur lesquels le ministre est attendu où on n'entend pas beaucoup le ministre pas de venir s'occuper des garnements, des sanctions dans un lycée. Ça n'a pas de sens. Ça tombe totalement sur le sens. D'accord. Relativement au cas de l'élève qui a pointé son principal, quelle est la sanction adéquate à infliger à ce dernier? Oui, je pense que déjà il faut l'extirper c'est-à-dire du système éducatif ou alors de l'établissement dans lequel l'acte s'est posé. Et maintenant, lui infliger la sanction nécessaire, c'est-à-dire la sanction pénale nécessaire, qu'il soit mineur ou majeur. Il faut qu'il sache qu'il a commis une erreur et il faut qu'il paye le prix adéquat. Maintenant, il ne faut pas le laisser dans la déperdition, il faut plus tard le réinsérer, soit dans le système éducatif, soit dans la vie courante. C'est ça qui est question. D'accord. Moi, je pense qu'à l'avenir, justement, il faudra, pour prévenir ce type de cas, il faut une charte qui doit, dans tous les sermons scolaires, que les enfants doivent connaître par cœur, savoir qu'est-ce qu'ils encourent au cas où ils commettraient tel ou tel acte. Encore qu'il aurait pu avoir mort d'ordre. Oui, justement. Donc, c'est des choses, ça fait partie de l'éducation, de la formation. Donc, quand un enfant entre, il faut qu'il y ait la charte, une charte qui détermine les types de comportements et ce qu'on encourt en cas de déviance. Cela est contenu dans le règlement intérieur, c'est-à-dire tous les objets, les armes blanches sont c'est-à-dire proscrits au sein de l'établissement, que ce soit les couteaux, les machettes, les lames, cela est contenu dans le règlement intérieur. Non, et il faut savoir que si on te trouve avec, qu'est-ce que tu encours? Si tu blesses quelqu'un, qu'est-ce que tu encours? Parce qu'il faut qu'il sache. Tu ne dois même pas avoir ça sur toi. Donc j'ai dit non seulement, c'est pour ça que je dis que non seulement on te dit que tu ne dois pas avoir cela, et au cas où on te trouverait avec, voilà ce que tu encours. Et au cas où tu blesserais quelqu'un, et justement je suis d'accord qu'il soit pénalement responsable. Donc c'est des choses, il faut que les gens soient préparés à ce type de sanctions. C'est-à-dire que quand ils sont dans les Merci, je voudrais Emmanuel Akiba, merci à Guy Fongra, merci également à Lucien Noah d'avoir participé à cette émission dont la réduction est prévue ce lundi entre 22h et minuit, mesdames et messieurs. Bon dimanche à toutes et à tous, à demain, lundi. Ouais.
Le gouverneur n'a pas voulu parler de... Il n'est pas venu aujourd'hui. Il te dit, il n'est pas venu. Vous avez